Le but de cette vidéo est de parler de mon stage de M1 que j'ai fait cette année, donc à Montréal. Donc je vais vous parler de mon travail pendant le stage, de ma vie à Montréal, et un tout petit peu des séminaires pour tous. Alors, juste pour vous raconter un tout petit peu ce qu'on a fait, mais on n'a pas fait des choses, on a quand même pas mal travaillé, mais on n'a pas fait des choses très très intéressantes pour vous forcément. Donc voilà, et de ça je vais essayer aussi encore de vous transmettre pas mal d'enseignements, et je pense qu'il y a pas mal de choses qui me sont arrivées qui peuvent être intéressantes pour vous aussi. Donc le samedi 24 février, je suis arrivé à Montréal vers 15h30 et le vol a duré 8 heures. Et quand je suis arrivé, il faisait à peu près 0 degré et il y avait de la neige sur le bord des routes. Et le décalage horaire, c'est moins 6 heures pour Montréal. C'est-à-dire que quand il est 16 heures en France, il est 10 heures du coup à Montréal. Et à l'aéroport, quand je suis arrivé, il y a la mère et la fille chez qui j'étais censé loger, qui sont venus me chercher à l'aéroport donc. Et ça, c'était vachement gentil parce que du coup, j'avais mes sacs et donc elles sont venues me chercher. Et en fait, pour moi, le trajet a été très très simple. Et elle m'expliquait que quand elle était arrivée à Montréal, il y a des années auparavant, sa famille aussi, chez qui elle allait, l'avait fait. Elle avait trouvé que c'était super cool, que c'était vachement pratique et du coup, elle l'avait refait. Et c'est vrai, c'est vachement pratique. Et sur le chemin, du coup, pour arriver à l'appartement, j'ai pu discuter avec la mère. Et donc, j'ai discuté et j'ai appris que donc ils travaillaient, le père et la mère, chez Druid Informatique. C'est une société montréalaise, enfin québécoise, je pense, plus généralement. Et leur produit phare, c'est Antidote. Et on l'utilise pas beaucoup en France, mais apparemment au Canada, c'est vraiment pas mal utilisé. Et c'est un aide à la rédaction, en français comme en anglais, c'est-à-dire qu'il propose un correcteur orthographique, un correcteur grammatical, dictionnaire, des traductions, etc., etc. Et cetera. Et donc du coup, elle travaille dans l'informatique, du coup on a pas mal discuté de ça, et on a créé des points, on avait des sujets de conversation en commun en tout cas. À la fin du trajet, je suis arrivé au logement. Donc le logement se situait à Outremont, c'est un quartier de Montréal, et c'est un super endroit, je trouve. En tout cas, l'endroit où j'étais, c'est vraiment un super endroit. C'est un quartier résidentiel, donc il y a plein de petits immeubles. C'est pas comme à Paris, par exemple, avec des grandes tours. Où là, c'est vraiment plein de petits immeubles, voire même des petites maisons, des grosses maisons même. C'est vraiment tranquille. Il y a pas beaucoup de voitures. Et il y a plein de petits parcs, il y a plein de rues. Enfin, c'est vraiment un coin tranquille, un coin résidentiel, quoi. Et tout juste à côté de l'appartement où j'étais, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire les courses, pour la pharmacie par exemple, les banques, le coiffeur, etc. Donc c'était l'endroit où j'étais était vraiment très bien. Mais même le quartier autour et même les quartiers environnants étaient aussi très bien. Donc, enfin, Montréal, la vie est assez facile et assez bien et assez tranquille là-bas. Et j'étais aussi à 25 minutes en bus, à 20-25 minutes en bus du Mila. Donc j'étais à un endroit vraiment 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 cool quoi. Et au niveau du logement, moi j'étais dans un appartement avec la famille, donc le père, la mère et une petite fille de 5 ans. Et j'avais une des chambres de la maison. Et pour moi c'était parfait. Enfin bon, j'étais très bien en tout cas. Et du coup, une fois que je suis arrivé, j'ai voulu faire les courses. Et là-bas, les courses, c'est un peu bizarre, entre guillemets, dans le sens où nous, en France, on va faire les courses au supermarché et il y a absolument tout au supermarché. Et là-bas, c'est un peu plus divisé. C'est-à-dire si vous voulez faire des courses pour manger, il faut aller au supermarché. Et si vous voulez acheter d'autres choses, par exemple, tout ce qui est, les médicaments, le shampoing, des cigarettes, etc. Enfin, d'autres choses, les produits de santé, on va dire, plutôt pour le soin, etc. C'est plus à la pharmacie. Donc là-bas, le rôle de la pharmacie est un peu différent de celui en France, mais je vais en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Je vais faire un point entre les différences France-Québec. Mais voilà, donc quand je suis allé faire mes courses, il y avait ces quelques petites différences-là. Et puis le dimanche matin, il a neigé. C'était début mars, c'était fin février, et là-bas il neigeait, on était encore en plein milieu de l'hiver. Et le jour où je suis arrivé, j'ai décidé de tester un plat typiquement québécois ou montréalais, je sais pas trop, qui s'appelle la poutine. Donc la poutine de base, c'est des frites avec du fromage en grains. C'est un certain type de fromage qu'ils font là-bas et une sauce brune. Et après, vous pouvez avoir des poutines plus sophistiquées où ils rajoutent d'autres choses. Enfin, bon, voilà, vous pouvez la rendre plus sophistiquée, mais la poutine de base, c'est ça. Et en fait, j'avais connu ça sur YouTube parce que j'avais déjà, avant de partir, j'avais regardé quelques vidéos de gens sur YouTube, etc., qui parlaient de Montréal. Et pas mal de gens parlaient de la poutine. Donc j'avais découvert comme ça. Et là-bas, il y en a vraiment partout. C'est-à-dire que la poutine, c'est ce que vous avez. Enfin, c'est un peu comme le kebab en France, quoi, je trouve. Vous en avez dans les restaurants, enfin, vous avez même des enseignes exprès où ils servent que de la poutine.
Et ouais, la poutine, c'est ce que vous trouvez facilement un peu partout, quoi. Avant de continuer plus dans la vidéo, je vais faire un petit point sur la ville de Montréal. Donc Montréal, c'est une ville qui est 4 fois plus grande que Paris. Elle a 1,5, 1,7 millions d'habitants et du coup, elle est, donc c'est-à-dire 10 fois moins qu'à Paris. Et du coup, elle est à peu près 30 fois moins dense que Paris. Donc ça explique pourquoi, en fait, c'est dû au fait qu'il y a plein de petites maisons, qu'il y a plein de petits parcs, qu'il y a, il y a très peu de voitures, il y a des grands espaces. Donc la ville est très paisible, quoi. C'est très peu dense et moi, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Au niveau de la météo, de mars à mi-avril, donc du moment où je suis arrivé jusqu'à mi-avril à peu près, il neigeait et les températures étaient entre moins 10 degrés et 0. Mais si vous êtes habillé normal, en tout cas moi j'étais habillé comme en France, plus un collant pour les jambes, j'avais pas froid du tout. Donc bon, c'est pas trop dur de s'habiller là-bas. J'avais acheté des grosses vestes et des grosses chaussures, etc. Mais je les ai jamais portées, ça m'a jamais été utile. Donc juste habillé normal plus collant, pour moi ça m'a suffi. Et après, à partir de mai, il commence à faire un temps de printemps, le printemps qu'on a en France. Et même en juin, il commence à faire assez chaud et c'est même le début de l'été. C'est-à-dire que par exemple, il y avait des jours où il faisait 30 degrés. Donc en fait, c'était la météo qu'il y avait en France. Et ça peut paraître bizarre que l'été il fasse comme en France et que l'hiver il fasse très très froid. Mais ça, c'est dû au fait que en fait, Montréal est sur la même latitude que Bordeaux. Donc en théorie, il devrait même y avoir le même climat. Mais ce qui explique la différence entre les deux, c'est que autour de l'Europe, là, à l'ouest de l'Europe, dans la mer, dans l'océan Atlantique, il y a le Gulf Stream qui passe et c'est un courant d'air chaud. Et c'est pour ça qu'en France, à ce moment-là, en hiver, on n'a pas de grandes températures négatives. Donc c'est ce qui explique la différence. Et l'été, si vous voulez, le Gulf Stream, il nous protège moins ou en tout cas, il nous réchauffe moins. Et du coup, c'est pour ça que l'été, on a à peu près le même climat, quoi. Au niveau des transports dans la ville, donc il y a le métro, le bus, Bixi aussi, c'est l'équivalent du Vélib à Paris, et les voitures électriques. Donc au niveau du métro et du bus, il y a 4 lignes de métro. Il y en a 14 à Paris, donc il y en a moins à Paris. Mais par contre, il y a 200 lignes de bus, alors qu'il y en a 100 à Paris. Donc on peut pas se fier juste au nombre de lignes, parce que il peut y avoir les lignes peuvent être très très petites, donc ça compte pas. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée qu'il y a quand même pas mal de métro et de bus à Montréal. Et grâce à ça, on peut vraiment aller partout. Moi, j'ai pu aller à des tonnes d'endroits juste en prenant le métro et le bus. Leur réseau est vraiment très complet, moi j'ai trouvé. Et du coup, il y a les Bixi aussi, donc c'est l'équivalent des Vélib. Mais on peut pas les avoir toute l'année parce que de toute façon, l'hiver il neige et c'est vachement dur de faire du vélo dehors. Et surtout qu'il y a beaucoup beaucoup de neige. Et du coup, ils ouvrent mi-avril et ce service ferme mi-novembre. Et si vous voulez faire un an de Bixi, c'est à peu près 60 euros. Et vous avez aussi donc les voitures électriques, mais pour ça, je connais pas trop les prix. Et aussi, il y a une autre particularité de la ville, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de bons restaurants, je trouve. Il y a certaines rues où, genre, il y a plein de restaurants, genre ça s'enchaîne, il y a que des restaurants, que des restaurants, que des restaurants. Et à chaque fois, les restaurants, moi, en tout cas, à chaque fois, les restaurants dans lesquels je suis allé, j'ai vraiment trouvé super bon et les prix sont pas très chers. C'est vraiment pas très cher et ouais, en tout cas, j'ai bien aimé la nourriture là-bas. Il y avait vraiment beaucoup de bons restaurants. Et pour finir, je vais vous parler de quelques petites différences entre le Québec et la France. Donc déjà au niveau de la monnaie, en France, on a les euros, là-bas ils ont les dollars canadiens. Donc un dollar canadien c'est environ 66 centimes. Alors c'est le taux de conversion au moment où je fais la vidéo, ça change probablement. Un autre truc qui m'a marqué c'est les feux rouges. Vous avez un décompte pour les piétons au Québec. Donc ça peut être vachement cool parce que vous savez combien de temps vous avez pour pouvoir encore traverser. Au niveau des prix en général aussi, il y a quelques petites différences. Par exemple, au Canada, à Montréal en tout cas, les taxes ne sont pas incluses. C'est-à-dire que ne sont pas incluses dans les prix qu'on vous affiche. Par contre, quand vous payez, on vous inclut les taxes, hein. Mais du coup, il faut rajouter environ à chaque fois 15% de taxes. Et au restaurant aussi, il y a une différence au niveau des prix, c'est-à-dire que les taxes ne sont pas incluses, mais aussi le pourboire n'est pas inclus. Et surtout là-bas, le pourboire est très important parce que les serveurs ne sont pas payés au salaire minimum. En France, un serveur, il a minimum le SMIC, alors que là-bas, en gros, ils ont le SMIC moins 15% de pourboire, en gros. Et du coup, là-bas, mettre du pourboire, c'est vraiment important parce que c'est ce qui leur permet d'avoir un salaire minimum, quoi. Et par contre, ce pourboire, il n'est pas inclus. Donc il y a les taxes qui sont pas incluses et le pourboire n'est pas inclus. Et en général, le pourboire minimum que les gens laissent, c'est 15%. Du coup, en général, il faut rajouter 30% sur le prix que vous voyez affiché. Une autre différence, c'est par exemple les magasins. Il n'y a pas de magasin pour tout, comme en France avec un supermarché où vous pouvez acheter quasiment tout ce que vous voulez dedans. Là, c'est plus séparé. Donc un magasin pour la nourriture qui va être le supermarché, un magasin pour shampoing, médicaments, cigarettes, etc. qui va être la pharmacie, etc. etc. Donc ça, c'est une différence. Au niveau des vacances aussi, des vacances scolaires et des vacances pour le travail,
Donc les vacances scolaires là-bas à Montréal ou au Québec, ben, vous avez 2 mois d'été, mais après vous avez que 2 mois à Noël, vous n'avez pas des vacances à la Toussaint, et vous avez une semaine en mars, donc vous n'avez pas les vacances février et pas les vacances d'avril. Donc ils ont moins de vacances scolaires là-bas. Et au niveau du travail, en France, on a 5 semaines de vacances normalement. Un salarié normal a 5 semaines de vacances. Mais là-bas, au début d'une carrière, tu as 2 semaines de vacances. Et puis après, quand tu progresses dans ta carrière, tu peux en obtenir 3. Donc là aussi, ils ont moins de vacances au niveau du travail. Un autre truc aussi qui m'a marqué au Québec ou à Montréal, c'est que on serre la main aux filles. C'est-à-dire que moi, il y a une fois où genre, je voulais dire bonjour à une fille. Et en France, je sais pas, mais en tout cas, moi, chez moi, les hommes, souvent, on leur serre la main, mais les femmes, souvent, on leur fait la bise, ou en tout cas à l'école. Et du coup, j'allais pour lui faire la bise, et elle m'a tendu la main, et du coup, ça met un peu mal à l'aise ce moment-là. Mais ouais, donc là-bas, on serre la main aux filles comme aux gars. En tout cas, moi, à chaque fois, je serrais la main aux filles comme aux gars. Et ouais, il y a 2 fois où ça m'est arrivé de commencer par à essayer de faire la bise, et en fait, la personne te tend la main. Une autre différence aussi, ben, c'est l'accent québécois. Moi personnellement, à la base, ben, je voulais l'apprendre, mais j'ai pas réussi. J'ai pas assez parlé québécois parce que en fait, les gens chez qui j'étais, la mère, elle était française et le père était québécois, donc il y avait que le père qui avait l'accent québécois. Et finalement, dans mon stage, j'ai pas parlé à beaucoup de Québécois non plus, donc j'ai pas vraiment écouté beaucoup de Québécois et j'ai pas réussi à prendre l'accent. Ben, ils ont un accent différent, mais ils ont aussi un vocabulaire et des expressions différentes. Par exemple, ils disent allô, pardon, pour dire bonjour. Vidange, chez eux, ça veut dire poubelle. Dépanneur, c'est l'épicier, etc., etc. Il y a plein de. Vous pouvez trouver sur Internet, si vous voulez, des listes de différences de vocabulaire ou d'expressions. Il y en a une aussi qui dit souvent, c'est est-ce que c'est correct? Comme ça, ils disent, ça veut dire ça te va, quoi. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça te va? Mais je sais pas, je trouve, on comprend très bien. Moi, souvent, je comprenais très bien, à part des choses comme vidange, dépanneur, ou c'est plus vidange, qu'est-ce que c'est les vidanges. Mais en général, leurs expressions, elles sont un peu différentes, mais on comprend le sens, et je trouve ça vachement drôle. Et enfin, la dernière différence que j'ai notée, c'est dans le système éducatif, ils n'ont pas du tout les mêmes noms pour les différentes parties des études. Typiquement, bon, l'école primaire, chez eux, ça s'appelle école primaire, mais ce que nous, on appelle collège, chez eux, en fait, ça s'appelle école secondaire. Ce que nous, on appelle lycée, chez eux, ça s'appelle cégep. Et ce que nous, on appelle licence, ça s'appelle baccalauréat. Et du coup, ça peut mener à confusion quand quelqu'un te dit je passe mon bac. En fait, ça veut dire il est en train de faire sa licence. Donc, ça peut mener à certaines confusions et on comprend pas trop ce qui se passe. Et du coup, quand quelqu'un te dit je suis en cégep, on comprend pas trop non plus ce qu'elle est en train de faire. Enfin, c'est un peu différent, quoi. Donc voilà à peu près pour ma présentation que j'aurais pu faire de la ville de Montréal. Bon, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'ai remarqué sur cette ville-là d'intéressant. Donc maintenant, je vais vous parler de la première semaine de stage. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant cette première semaine-là. Donc le lundi, c'était le premier jour de mon stage. Donc j'ai commencé mon stage. Euh, j'ai dû, forcément en commençant, on a toujours des papiers administratifs. L'année dernière à Oxford aussi, j'avais eu quelques petites choses administrativement à régler. Donc typiquement, j'ai dû m'inscrire à l'Université de Montréal. Parce que le Milan, là où je faisais mon stage, il est rattaché à l'Université de Montréal. J'ai dû payer pour ça 200 euros de frais, mais c'est aussi en m'inscrivant que j'obtiens le salaire. Donc le salaire, comme je l'ai dit, c'est 1300 euros par mois. Et un truc aussi très important, c'est que le salaire, il me le donnait par chèque. Il me faisait pas un virement sur un compte bancaire. Et du coup, en fait, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'ouvrir un compte bancaire là-bas, au Canada donc. Parce que moi, je l'ai pas fait. Et en fait, après coup, là, en rentrant en France, je me suis rendu compte que ça allait me causer pas mal de problèmes. Bon, déjà, si vous créez pas un compte au Canada, vous allez avoir des frais de transaction. À chaque fois que vous payez avec votre carte bancaire française, vous allez avoir un petit coût de transaction. C'est au pourcentage en général, je pense. Bon, c'est très faible, c'est 1%, 2%. Ça fait quand même un petit coût de transaction. Et puis en fait, si vous n'avez pas de compte au Canada, pour encaisser les chèques, vous allez être obligé de le faire en France. Mais du coup, en France, ça veut dire que vous allez encaisser un chèque étranger. Et pour encaisser des chèques étrangers, c'est un peu pénible en France. Et surtout aussi, il y a des frais. Et là, les frais, ça peut être quelque chose comme 40 euros par chèque. Donc au final, vous perdez un peu beaucoup d'argent inutilement, alors que si vous aviez ouvert un compte au Canada, vous auriez mis le chèque dessus et après vous auriez fait un virement et ça aurait été beaucoup plus simple. Donc le premier jour aussi de stage, j'ai acheté mon abonnement pour le métro et le bus. Donc si on prend un abonnement pour le métro et bus, les deux à la fois pour 4 mois, ça coûte environ 130 euros. Donc c'est pas très cher, je pense.
Ensuite, j'ai eu encore plein de choses à faire administrativement. Par exemple, je devais remplir mon profil sur le site web du Mila. Donc, vous pouvez encore trouver mon profil si vous voulez sur leur site. Je devais m'inscrire au mailing list interne. Je devais aussi m'inscrire à Slack. Slack, si vous voulez, c'est un peu un réseau social pour entreprises. Et c'est vraiment un outil génial parce que c'est sur cet outil-là que tout le monde communiquait au Mila. Donc, c'est-à-dire tous les événements qui se passaient, je sais pas, tous les projets qui se créaient, toutes les sorties qui étaient organisées, etc. Tous les partages, il y avait des tonnes de choses. Et en fait, si vous voulez, dans ce logiciel-là, vous avez des channels. Et pour chaque channel correspond à quelque chose. Donc, je sais pas, événements, etc., etc. Et pour chaque projet, il y a des channels. Et du coup, nous, on avait, par exemple, pour le projet sur lequel j'ai travaillé, Baby AI, je vais en reparler, on avait un channel dédié. Du coup, on discutait tout le temps dans ce channel-là. Et après, vous pouvez envoyer des messages directs aux gens du Mila. Et vous pouvez contacter n'importe qui dans le Mila. Et moi, je trouve que c'est vraiment un super, super outil. Ça existe que depuis 3 ou 4 années, donc c'est très récent. Mais ça fait gagner vraiment un temps énorme par rapport aux mails. L'année dernière, à Oxford, j'utilisais les mails pour discuter avec mon maître de stage et avec les autres personnes et tout. Et c'est beaucoup, beaucoup plus pénible parce que les gens répondent beaucoup plus lentement. C'est beaucoup moins pratique. L'outil est bien meilleur, quoi. J'ai découvert Slack, du coup, à ce moment-là, et je me dis, c'est vraiment un super outil qui a été créé. Et la dernière chose, c'est que j'ai dû aussi m'inscrire à Discourse. Alors, Discourse, c'est une sorte de forum. C'est un forum. Et donc, c'était le forum du Mila. Et dans ce forum-là, les gens postaient toutes leurs idées. Donc, typiquement, pour Baby AI Game, Yoshua, en septembre, il avait posté une idée où il décrivait le projet, il demandait s'il y avait des gens intéressés pour participer au projet. Et c'est là qu'un peu tous les gens proposent leurs idées. Donc voilà, ils utilisaient pas mal d'outils, Slack et Discourse. Et donc c'était vraiment je trouvais des bons outils pour être vachement efficace. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de découvrir ça pendant le stage, quoi. C'est des outils que j'avais jamais vus avant. Aussi, le jour où j'ai commencé mon stage, donc j'ai réglé tous ces problèmes administratifs dès le début. Et puis j'ai rencontré très rapidement un Français, donc il s'appelait Simon. Et il était vraiment très gentil, on a pas mal discuté. Et en fait, dans la discussion, j'ai compris qu'il travaillait sur Baby AI Game, donc le projet sur lequel j'étais censé travailler. Et du coup, il m'a expliqué ce qu'il faisait dans le projet, un peu, il m'a parlé du projet, il m'a expliqué ce qu'il faisait, etc., etc. Et il m'a aussi expliqué, j'ai un peu discuté avec lui, et j'ai essayé de discuter un peu de ce qu'il faisait comme études, etc. Et il m'a expliqué qu'il était en césure, donc il est de Central Paris, il m'a expliqué qu'il était dans son année de césure, et qu'il partait dans un mois là, mais que ça faisait déjà 6 mois qu'il était ici, où il faisait 6 mois de stage en tout. Et je lui ai demandé, comment t'as fait pour te former pour le stage? Parce que moi, j'ai dû me former tout seul. Est-ce que vous, à Central, vous avez des cours de deep learning, etc., etc. Et il m'a répondu que non, qu'ils n'avaient pas eu de cours de deep learning. Et que lui, ce qu'il avait dû faire, c'était se former tout seul. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'était formé sur Coursera. Donc Coursera, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site où les universités, en général c'est des universités, proposent leurs cours en ligne. Et vous pouvez les suivre normalement gratuitement. Et après, vous pouvez payer si vous voulez une validation, etc. Et il y avait un cours sur Coursera de Geoffrey Hinton sur le deep learning. Et c'est le cours que lui avait suivi. Et il était aussi en césure entre sa 2e et 3e année à Central Paris. Donc du coup, j'ai discuté avec ce Français-là. Et en fait, au Mila, il y avait pas mal de Français pendant que j'ai fait mon stage. Donc typiquement, je crois que j'ai rencontré 3 Centraliens, 6 polytechniciens environ, et 3 personnes de l'ENS, donc de l'ENS Cachan et ENS Ulm, enfin en tout. Donc voilà, j'ai fait les papiers administratifs, j'ai rencontré cette personne. Et la dernière chose que j'ai fait cette journée-là, c'est que j'ai rencontré Yoshua Benjo pendant un petit rendez-vous. Donc j'avais un rendez-vous de 30 minutes, parce que en fait, c'est un gars qui a vraiment peu de temps, je pense. Par exemple, il supervise 30 élèves et il a beaucoup beaucoup de choses à faire. Il gère le Mila parce que c'est le directeur du Mila. Il gère tous les projets sur lesquels il travaille. Puis il est dans des startups. Enfin, il est vraiment dans des tonnes et des tonnes de choses. Du coup, il n'a pas beaucoup beaucoup de temps. Et donc du coup, là, j'ai eu un petit rendez-vous de 30 minutes où il m'a présenté Baby AI. Donc je vais vous en parler juste après de Baby AI. Et il m'a expliqué le travail que je pourrais faire là en arrivant. Donc il m'a dit ce que je te conseille de faire, c'est pendant un mois tu lis beaucoup. Donc il m'a donné une liste de papiers. Il m'a dit tu vas lire beaucoup, lire beaucoup. Et quand Simon va partir, parce que Simon partait dans un mois, tu vas le remplacer, tu vas faire la suite de son travail. Et il n'était pas très clair sur ce que je devais faire concrètement. Il m'a donné juste des papiers à lire. Il m'a dit tu vas le remplacer, mais c'était pas très clair. Et moi dans ma tête, je sais pas, j'étais pas convaincu par ce qu'il me disait. Il me disait que j'allais lire pendant un mois, mais je sais pas, je me disais, je vais pas lire pendant un mois, qu'est-ce que je vais faire pendant un mois? Genre, c'est ultra long un mois, lire pendant un mois, je lis quoi pendant un mois? Là, les papiers qu'il m'a donné, en 3 jours, en 2 jours, je les lis, quoi, c'est fait.
Du coup, je me suis dit, non, je vais pas, ok, je vais pas faire ça. Enfin, je lui ai pas dit, hein, ça c'était dans ma tête. Je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Ok, je vais lire beaucoup au début, mais pendant genre 1 ou 2 semaines. Et ce que je vais faire, c'est que dès que je vais sentir que j'ai vraiment les connaissances nécessaires pour commencer à travailler sur le projet, je vais essayer de commencer à travailler sur le projet, quoi. Et du coup, c'était un peu la mentalité que j'avais à ce moment-là. C'est comme ça, en tout cas, que je voyais le début de mon stage. Et la dernière chose qu'il m'a dit pendant le meeting, c'est il m'a dit, tous les mercredis, on a un meeting de 1 heure avec l'équipe et moi. Et donc du coup, tous les mercredis, si vous voulez, on avait un meeting avec toute l'équipe pour discuter du projet. Mais je vais y revenir à ça dans la suite de la vidéo. Et du coup, à la fin du meeting, j'ai commencé à travailler sur le stage, sur Baby AI, quoi. Enfin, par commencer à travailler, je veux dire, j'ai commencé à lire, quoi, à lire beaucoup. Du coup, j'ai lu les papiers qu'il m'avait donnés et j'ai commencé à essayer de comprendre le code du projet, poser quelques questions à certaines personnes et j'ai lu des articles. En gros, j'ai commencé à essayer de me renseigner, à obtenir un maximum d'informations pour bien comprendre qu'est-ce qu'est le projet, ce que je pourrais faire, etc. Et donc du coup, vraiment la mentalité que j'avais au tout début là, au tout début du stage, c'était de lire, puis après de commencer sur le papier. Et le but final que j'avais pour mon stage, c'est que j'avais envie de publier un papier à la fin. Et donc vraiment, c'était quand je suis arrivé dans mon stage, je me suis dit le but c'est qu'à la fin, je publie un papier. Et pour ça, je vais vraiment travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. S'il faut que je travaille vraiment beaucoup, je vais travailler beaucoup parce que mon objectif à la fin, c'est que je publie un papier. Et donc du coup, vraiment au début de mon stage, j'étais vraiment surmotivé. J'avais vraiment envie de publier un papier à la fin, donc j'étais vraiment très très motivé, quoi. Et au niveau des horaires de travail, là, j'en ai parlé l'année dernière dans mon stage à Oxford et j'avais dit que on était très libre. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait dans le stage, c'est-à-dire arriver à l'heure à laquelle on voulait, etc. Et moi, là, cette année, c'était encore le cas. On m'a rien imposé de particulier. Juste venir au meeting, quoi, c'est le minimum. Et du coup, personnellement, je me suis imposé des horaires. Donc, ce que je faisais, c'est que je travaillais de 9 heures à midi. Puis de midi à 13 heures, je faisais une pause pour manger. Et ensuite, je retravaillais de 13 heures à 19 heures. Donc ça, c'était mon travail au bureau. Et ensuite, le soir, quand je rentrais, tous les soirs quasiment, je retravaillais sur le stage. Et je retravaillais vers 22 heures jusqu'à 1 heure du matin. Et donc du coup, j'ai énormément travaillé sur le stage. Quand je vous disais que j'ai beaucoup travaillé, ça a été le cas. Et j'étais vraiment super motivé. Mon but, c'était vraiment à la fin de publier un papier. Donc voilà à peu près pour cette première journée de stage où j'ai fait les travaux administratifs, j'ai rencontré des personnes, Yoshua, et je me suis vraiment lancé et motivé pour être beaucoup travaillé sur ce stage-là. Maintenant, je vais vous parler de Baby AI Game. Donc c'est le projet sur lequel j'ai travaillé pendant mon stage, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ce que je vais faire, c'est juste je vais assez détailler pour que vous ayez une bonne compréhension du projet et que quand j'en parle, vous voyez ce à quoi ça correspond. Donc Baby AI Game, c'est un projet assez ambitieux. C'est un projet très long terme et l'idée c'est de développer donc un jeu où les hommes devraient pouvoir apprendre à un bébé IA à réaliser une certaine tâche. Et pour lui faire apprendre, les humains, ils auraient le droit de lui donner du reward ou ce qu'on appelle en français des récompenses. C'est-à-dire par exemple quand l'IA réussit bien à faire la tâche, on peut lui donner du reward. Ou alors donner des démonstrations, c'est-à-dire montrer à l'IA comment nous on fait pour résoudre la tâche. Mais ça c'est un projet très long terme parce qu'actuellement c'est très dur c'est quasiment impossible à le réaliser. Pourquoi? Parce que les IA en général, pour qu'elles apprennent à faire quelque chose, il leur faut beaucoup de données. Mais du coup, il y aurait personne dans le grand public, par exemple, qui aurait envie de passer 5 heures sur le jeu et de fournir, je sais pas moi, 1000 démonstrations pour que le bébé IA soit capable de ouvrir une porte en 2D même, dans un environnement même qui est 2D, donc très simple, quelque chose qui est extrêmement simple. Il faudrait 5000 démonstrations, le grand public n'aurait pas envie de les fournir. Donc actuellement, il y a peu de chances pour que le jeu que les gens aient envie de jouer à ce jeu-là, qui demanderait beaucoup d'investissement pour finalement pas un grand résultat. Mais donc l'idée, ça serait ensuite que la recherche avance, que les recherches en IA avancent, de telle sorte à ce qu'avec peu de démonstrations, on arrive à entraîner ce bébé-là. Et donc du coup, comme on ne peut pas s'attaquer à ce projet long terme, Yoshua il a plutôt décidé de travailler sur un projet plus court terme. Et ce projet il consiste juste à développer déjà des niveaux très très simples que le bébé doit résoudre. Donc typiquement, par exemple, le bébé devrait être capable, par exemple, d'atteindre un certain but en ouvrant une porte verrouillée entre le but et lui-même. Ou alors un autre type de niveau, ça serait, je sais pas moi, trouver un objet dans dans une sorte de labyrinthe avec beaucoup de pièces. Il devrait être capable de trouver un objet. Donc ça, c'est 2 exemples de niveaux que
très simple, hein, c'est-à-dire nous on arriverait à le faire très simplement, mais donc deux exemples de niveaux que le bébé devrait être capable de faire par exemple. Et l'idée c'est une fois qu'on a ces niveaux-là, d'essayer d'évaluer le nombre de démonstrations nécessaires pour que le bébé apprenne à résoudre l'environnement, apprenne à trouver l'objet ou à ouvrir la porte, etc., ou à atteindre le but. Donc du coup en gros l'idée c'est de quantifier le nombre de démonstrations pour savoir à quel point on est loin d'obtenir un jeu qui est jouable par le grand public. C'est-à-dire si on se rend compte qu'il faut 3000 démonstrations, ben on saura qu'il faut beaucoup améliorer la recherche pour que le jeu soit intéressant pour le grand public. Si au contraire on trouve 5 démonstrations, ben là on se dira c'est beaucoup plus intéressant. Donc le but c'était vraiment de quantifier le nombre de démonstrations que l'humain doit donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle apprenne à faire les tâches. Voilà, donc ça c'est le projet Baby AI Game. C'est un projet en fait très simple à comprendre. Plus simple, je pense, que le projet que j'avais eu l'année dernière à Oxford. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du MILA, donc l'endroit où j'étais pour faire mon stage. Donc MILA, ça veut dire Montreal Institute of Learning Algorithms, donc Institut de Montréal d'algorithmes d'apprentissage. Là-bas, les études sont un peu différentes de la France, donc ils proposent au MILA la possibilité de faire des masters et des doctorats. Donc le master, c'est en 2 ans, et ils proposent un master professionnel, donc pour travailler juste après, ou un master de recherche. Et je pense pas qu'on a les masters de recherche comme ils le font là-bas, je pense pas qu'on les ait en France. Donc typiquement là-bas ce qu'ils ont c'est quelques cours dans l'année et après il y a une bonne partie du temps dans la semaine où ils font de la recherche avec un professeur. Donc un peu comme moi mon stage en gros, ils avaient un peu mon stage là plus des cours. Donc c'était un peu voilà, c'était leur master et on peut faire donc un doctorat là-bas. Donc le doctorat par contre au MILA mais je pense à Montréal et en fait aux États-Unis aussi c'est un peu comme ça. Il dure 4 ans alors qu'en France il dure 3 ans. Et au MILA, à Montréal, ils obligent les élèves, les doctorants, la première année à valider 4 cours, qui sont en fait des cours assez généraux, mais ils font ça pour que tous les doctorants aient une bonne base. Du coup, la première année, les 4 cours prennent quand même pas mal de temps, parce que c'était des cours comme nous on peut avoir en master ou je pense que c'est des cours de master ouais, qui prennent, et du coup ça demande du travail quand même si on veut les valider, parce qu'il faut les valider hein, bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour le doctorat. Là-bas, il y a aussi, au Milan où j'étais, il y avait aussi beaucoup d'élèves d'origines différentes. Donc des élèves en stage, mais aussi des élèves qui étudient au Milan. Il y avait pas mal d'étrangers. Par exemple, j'ai rencontré des Chinois, des Taïwanais, des Américains, des Indiens, ben, des Français, des Allemands aussi, enfin, et j'en oublie sûrement. Il y avait une carte avec une carte du monde, et les gens mettaient des punaises aux endroits d'où ils venaient, et la carte était remplie de punaises, donc il y avait des gens qui venaient de vraiment partout. Et finalement, en fait, pendant ce stage-là, du coup, comme il y avait beaucoup d'étrangers, j'ai plus parlé anglais que français quasiment. Bon, j'ai rencontré des Français à un moment, donc j'ai beaucoup parlé français avec eux. Mais avant de les rencontrer, finalement, je parlais plus anglais que français. Donc, j'étais un peu réticent à l'idée de faire un stage en dehors des États-Unis ou à Montréal parce que j'avais pas trop parlé anglais. Mais finalement, j'ai beaucoup parlé anglais, j'ai même beaucoup progressé. Parce que pendant les meetings, tout se faisait en anglais, donc on devait expliquer toutes ces idées en anglais. Du coup, j'ai beaucoup discuté en anglais et j'ai beaucoup progressé en anglais, je pense, aussi. Une spécificité du Milan aussi, c'est qu'il était en expansion. Enfin, il est encore en expansion. Typiquement, il y a 3 ans, il y avait que 50 élèves là-bas. Quand j'y étais, pendant mon stage, il y en avait 150. Et dans 2 ans, il prévoit qu'il y ait 400 élèves. Donc là, le Milan, c'est en train d'exploser. Ben, comme le deep learning. En fait, le deep learning explose. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du deep learning. Et bah, forcément, là-bas, il y a de plus en plus d'élèves qui voulaient rentrer. Et du coup, l'expansion est très grande. Et par exemple, pour les bâtiments, actuellement, on était dans le département d'informatique. Le Milan était à l'intérieur du département d'informatique de l'Université de Montréal. Donc, c'est-à-dire sur 3 étages et avec 6-7 grands bureaux, je pense. Donc, on était répartis sur 3 étages. Mais vu qu'il y a tellement d'élèves qui vont arriver, qu'il va y en avoir 400 dans 2 ans, ils prévoient ça, ou 2 ou 3 ans, bah, du coup, le Milan, ils ont dû trouver des nouveaux locaux. Et bon, moi, j'ai fait mon stage encore à l'Université de Montréal. Mais à partir de décembre, ils déménagent autre part dans Montréal. Et cette fois-ci, ils vont avoir des bâtiments juste pour le Milan qui vont être énormes et dans lequel il va y avoir les entreprises qui vont aussi venir, c'est-à-dire qu'il y aura le Milan et juste à côté, dans le même bâtiment, il y aura des sociétés comme DeepMind, Facebook, Ubisoft, etc. Donc c'est vraiment un gros déplacement et après faire les études au Milan, ça pourra être vachement pratique pour travailler dans une entreprise juste à côté. Et l'idée qu'ils ont, je pense, c'est que les élèves travaillent à la fois dans l'entreprise ou les doctorants travaillent à la fois dans l'entreprise et fassent leur thèse en même temps. Donc voilà, donc il y avait vraiment quand j'étais au Milan, on sentait que c'était en train d'exploser et que il y avait beaucoup de gens et comparé à Oxford où il y avait genre 15 personnes avec moi dans l'équipe et encore
et des tout petits bureaux. Là, c'était vraiment, vraiment différent. Il y avait beaucoup, beaucoup plus de personnes au Mila et on sentait que c'était en train de grossir, quoi. Le mercredi de la première semaine, donc j'ai eu le premier meeting d'équipe. Donc dans ce meeting-là, il y avait Yoshua plus 12 autres personnes. Mais en fait, il y avait que seulement 4 personnes qui travaillaient vraiment sur le projet. Les autres, je sais pas, c'était des personnes qui venaient au meeting juste pour voir ce qui se racontait dans le projet, mais elles ont jamais vraiment participé, elles ont jamais même participé au projet. Et du coup, les 4 personnes qui travaillaient vraiment sur le projet, c'était alors Dimitri Badano. C'était une personne en 3e année de thèse. Et son rôle dans le projet, c'était de superviser le projet. Il codait pas du tout, il a pas du tout codé dans le projet, mais il supervisait, c'est-à-dire c'est lui qui gérait les meetings, qui était au courant de tout ce que tout le monde avait fait, qui prenait des nouvelles des gens, etc. Donc c'est lui qui supervisait et qui disait je pense qu'il faut faire ça, 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 ça. Bien sûr, Yoshua avait son mot à dire, mais c'était surtout Dimitri qui avait une bonne vision du projet. Il y avait une fille, Maxime, qui était Research Assistant, et elle, son rôle dans le projet, c'était de concevoir les niveaux. Donc, comme je vous ai dit, le but là le but du projet à court terme, c'était de concevoir plusieurs niveaux simples que le bébé devait résoudre, et après d'évaluer le nombre de démonstrations. Et donc, elle, son rôle, c'était de concevoir les niveaux, donc de faire l'interface graphique, etc. Des niveaux. Et la troisième personne qui travaillait sur le projet, c'était Salem. Donc Salem, il est encore en première année de thèse, donc c'était un doctorant. Et son rôle, c'était de faire de l'imitation learning. Donc en fait, imitation learning, on peut voir ça comme du supervised learning. En gros, c'est comment on fait, c'est étudier l'apprentissage à partir des démonstrations. Donc il s'intéressait à comment est-ce qu'on fait pour apprendre à partir des démonstrations. Et la quatrième personne qui travaillait sur le stage, c'était Simon, donc le Français que j'ai rencontré le premier jour et qui partait dans un mois. Et lui, donc, il était au Mila pour un stage et j'ai jamais trop compris exactement ce qu'il faisait dans le projet. Mais il travaillait, je pense, un peu sur tout. Je pense que quand il était là au début, il travaillait sur les niveaux, puis après il a commencé à travailler sur le teacher, mais je vais y revenir juste après. Mais voilà, donc il y avait en gros 4 personnes, 2 doctorants, Simon qui était en stage et une research assistant. Assistant de recherche, c'est juste quelqu'un qui fait de la recherche et qui peut donner des cours un peu en même temps. Enfin voilà, elle avait fini son doctorat, c'est après le doctorat. Et en gros, le déroulement classique d'un meeting, c'était quoi? Ben, en général, le meeting commençait par un tour de table, c'est-à-dire qu'on interrogeait chacune des personnes et on demandait ce que chacune des personnes avait fait. Et les autres font des commentaires sur ce qui a été fait, etc., etc. Et puis une fois que tout le monde a dit ce qui est fait, on fait un bilan et on essaye de comprendre ce qu'on peut faire la semaine prochaine. Et du coup, comme on avait un meeting chaque semaine, ça met un certain rythme de travail, parce que pour le meeting d'après, c'est cool quand même d'avoir des choses à présenter. Donc voilà, c'était à peu près le fonctionnement d'un meeting, le déroulement d'un meeting classique. Et je voudrais juste faire une petite note, c'est que comme je vous ai dit, en fait Yoshua c'est mon superviseur, mais c'est pas celui qui supervisait le plus le projet. Celui qui supervisait le plus le projet c'était Dimitri, donc il prenait des nouvelles des gens, etc., etc. Et en fait Dimitri Badano, c'est intéressant son parcours, parce que pendant le stage qu'il a fait juste avant sa thèse, donc juste avant sa thèse, il est venu à Montréal au Mila faire un stage, comme moi j'ai fait pendant mon master, mais lui juste avant sa thèse. Et pendant son stage, donc avant sa thèse, il a publié un papier. Et ce papier-là, il a 4000 citations. Et le papier, il a publié en 2014. Et son papier, il a 4000 citations. Et en fait, ce gars-là, il est en 3e année de thèse. Mais en fait, il était quand même très très connu dans le domaine. Parce que 4000 citations, c'est énorme dans le domaine. Et ce qui était trop drôle, c'est que quand moi j'ai lu des papiers au tout début de mon stage, je voyais son nom apparaître à plein d'endroits. À chaque fois, il était cité, il était cité, il était cité. Et c'était trop drôle de se dire que le mec est en 3e année de thèse, il a fait un stage juste avant. Et dans ce stage-là, il a publié un papier parce qu'il avait des grosses conséquences, ce papier-là. Et son papier avait 4000 citations. Bon voilà, c'était juste un petit truc intéressant que j'ai appris pendant mon stage et je trouvais que c'était intéressant de remarquer ça. Le jeudi soir de la première semaine, donc de mon stage, j'ai compris une certaine chose. C'est que, en fait, depuis lundi, du coup, je lisais beaucoup pour mon stage, pour essayer de comprendre le domaine, donc le domaine du reinforcement learning. Et en fait, je me suis rendu compte que lire des papiers, ok, c'est bien pour s'informer des nouveautés, mais c'est pas bien pour apprendre. Parce que les papiers, c'est plein de bribes. En fait, c'est plein de bribes et il n'y a pas forcément de cohérence globale entre tous les papiers. C'est-à-dire, c'est plein de bribes du RL partout, mais c'est dur d'avoir une bonne vue d'ensemble sur le RL. Et je sentais en lisant les papiers que j'avais plein de lacunes sur le RL parce que j'avais jamais suivi de vrais cours dessus. Et du coup, j'avais plein de bouts de compréhension partout, mais pas de vue globale et j'avais plein de lacunes. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je regarde pas le cours de RL de David Silver? Je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la recherche de mon stage, j'avais rencontré quelqu'un à Optimal qui m'avait donné des liens. Et notamment, elle m'avait donné un lien vers le cours de David Silver de Reinforcement Learning.
Et en fait, je me demandais à ce moment-là, mais pourquoi j'ai pas regardé ce cours-là plus tôt? Parce que je pense que regarder tout un cours, ça peut m'aider. Surtout qu'en fait, à travers mes recherches, je voyais que ce cours, il réapparaissait, il réapparaissait, il réapparaissait. Donc ça veut dire que c'était un cours de référence, que les gens aimaient et que ça devait être un bon cours. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah ok, bah, je vais arrêter de lire des papiers et je vais prendre le temps de regarder le cours de David Silver. Donc quand je parle de cours de David Silver, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est un cours mais en plusieurs séances, hein, c'est pas 1 heure et demie. C'est un cours de 10 séances et en tout ça dure 16 heures, donc c'est pas mal de temps. Mais je me suis dit, il vaut mieux que tu passes 16 heures à lire ça et qu'à la fin tu aies vraiment des bases solides sur le reinforcement learning et qu'après tu lises de nouveau des papiers mais que tu les comprennes du coup beaucoup plus vite, etc. Plutôt que de lire plein de papiers, de pas bien comprendre et de traîner des lacunes pendant tout le stage et ça va être vraiment négatif pour ton stage. Et je me demandais vraiment à ce moment-là pourquoi je l'avais pas fait plus tôt, quoi. Mais bon, tant pis. Du coup, à partir du jeudi soir, je me suis mis à regarder, à lire, à écouter ce cours-là. Le vendredi soir de la première semaine, il y a eu un événement organisé par le MILA et le département d'informatique. Donc cet événement, c'était quoi? C'était une sortie à une cabane à sucre. Alors je vais vous expliquer ce qu'est une cabane à sucre, bien sûr. Donc si vous voulez, au début du printemps, à Montréal, enfin au Québec, je pense de plus généralement, ils font la récolte du sirop d'érable. Et cette récolte-là, elle se fait dans des cabanes à sucre. Donc ça se situe généralement à la campagne. Et dans les cabanes à sucre aussi, ils font des repas typiques de. Donc c'est un repas typique de cette période-là, je pense. Donc typiquement, vous mangez omelette, jambon, pommes de terre. Il y a des plats spéciaux, genre oreille de Christ. C'est avec du lard et c'est une friture. Enfin, je sais pas trop comment décrire ce que c'est. Et sur tous ces plats-là, bien sûr, vous rajoutez pas mal de sirop d'érable. Donc même avec l'omelette, avec le jambon, etc., avec les saucisses, il y a sirop d'érable. Et c'est vachement bon en fait. Et du repas, ils font ce qu'ils appellent des sucettes de sirop d'érable. Et en fait, c'est quoi? C'est juste, comme là-bas c'est encore l'hiver et il fait très très froid, il y a de la glace partout. Et ils ont un banc de glace et dessus ils mettent du sirop d'érable chaud. Et en le mettant, le sirop d'érable se durcit et ça fait, ils mettent un bâton dessus et à la fin on peut faire une sucette. Is there a Quebec anthem? What is it? I don't know. I didn't say that, yes. Oh, you said yes? Donc c'était, voilà, on a fait une petite sortie là-bas et cette sortie elle était vachement cool parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Dans le bus déjà, par exemple, j'ai discuté avec un gars qui était au département d'informatique et on a beaucoup discuté. Bah par exemple, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que baccalauréat là-bas, c'était pas comme baccalauréat ici. Parce qu'il me dit, il devait avoir 21 ou 22 ans, il me dit je passe mon bac et je me suis dit, oh, purée. Et c'est en discutant et tout qu'il m'a dit en fait, enfin, c'est la licence quoi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris par exemple les différences dans les systèmes de noms dans les systèmes éducatifs. J'ai aussi discuté des cours qui suivaient, etc. Enfin, j'ai discuté avec ce gars, c'était vachement intéressant. Et puis à table aussi, j'ai pu discuter avec des gens du MILA, avec des personnes en master, en stage, des doctorants, des postdocs. Il y a vraiment pas mal de personnes. Du coup, ça a permis vraiment de discuter. Et en fait, c'était la première fois où j'ai vraiment rencontré des gens. Ça peut paraître paradoxal parce qu'au MILA, il y a 150 personnes, comme je le disais au moment où j'y étais. Et il y a plein de bureaux, il y a plein de gens partout. Mais j'avais vraiment la sensation d'avoir rencontré des gens et de commencer à connaître des gens grâce à cette sortie. Parce qu'en fait, si vous voulez, ok, dans la journée, vous rencontrez 20-30 personnes peut-être, au grand maximum, parce qu'on n'est pas 20-30 par bureau, mais je sais pas, admettons, on rencontre maximum 20-30 personnes dans la journée. Mais c'est des personnes qu'on rencontre, qu'on croise, il n'y a pas vraiment de moment où on peut vraiment discuter avec eux. Enfin, c'est pas facile de discuter avec. Et puis en fait, moi, j'avais pas été présenté aux autres personnes. Si vous voulez, l'année dernière, quand j'avais fait mon stage à Oxford, mon maître de stage, il avait pris le temps de me présenter aux gens du laboratoire, etc. Mais là, j'avais pas été présenté et du coup, ben, t'arrives et tu connais pas trop les gens et bon, je sais pas, j'avais pas vraiment rencontré de personnes. Et du coup, moi, en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est quand vous arrivez là-bas, au MILA ou n'importe où, et si vous n'êtes pas présenté, c'est de vous-même vous présenter aux gens. C'est con, peut-être que vous, c'est ce que vous auriez fait. Mais moi, je sais pas, j'ai pas pensé. En gros, quand je suis arrivé, on m'a pas présenté, j'ai trouvé un bureau, je m'y suis mis et bah, je suis un peu resté dans mon coin. Et forcément, ça aide pas à rencontrer les gens dès le début. Il y a des personnes qui sont venues et qui m'ont dit salut, t'es nouvelle, etc. Du coup, j'ai pu déjà discuter avec ces personnes-là et c'était vachement cool. Mais il y a d'autres personnes qui l'ont pas fait. Et j'aurais plutôt dû de moi-même aller vers toutes les personnes et me présenter. Et là, c'est beaucoup mieux pour déjà créer des liens avec les gens. Donc, je vous conseille de vous présenter vous-même si on vous présente pas aux gens. Et le week-end de cette première semaine-là, alors en fait, je vais plutôt vous expliquer comment sont déroulés mes week-ends jusqu'à fin mars. Et ben, je l'ai consacré majoritairement au stage et à Maths pour tous ou Info pour tous, enfin au séminaire quoi. C'est-à-dire que tous les week-ends, je sortais pas du tout et je travaillais soit sur mon stage, soit sur les séminaires.
Et le samedi soir de la première semaine, il y a eu à Montréal ce qu'ils ont appelé ce qu'ils appellent les nuits blanches. En gros, c'est comme à Paris, il y a un peu le similaire à Paris en octobre. Et le principe, c'est qu'il y a plein d'activités dans la ville. Il y a plein de gens dehors, il y a plein d'activités, etc. Et ça commence vers 22h et ça finit genre à 5h ou 6h du matin. Et du coup, il y a plein d'animations. Et là, il y avait plein de personnes du Mila qui y allaient. Parce que sur Slack, comme je l'ai dit, les gens informaient quand il y avait des événements et ce qu'ils faisaient, etc. Du coup, ça m'a permis encore de rencontrer des gens. Et ça, c'était vachement cool. Donc voilà pour ma première semaine et pour mon mois de février pendant le stage. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, pour les mois qui vont venir, donc mars, avril, mai, juin, je vais les diviser en 3 parties. Donc je vais vous parler du stage, de la vie en général, je sais pas, de la ville, etc. Et des séminaires pour tous. Mais je vais en parler très très peu des séminaires. Juste certains moments où il y a vraiment certaines choses intéressantes. Mais il y a même certains mois où j'en parlerai pas. Donc en gros, je vais vous parler de mon stage et de ma vie chaque mois séparément. Donc commençons par le mois de mars. Au niveau du stage, la première semaine de mars, j'ai regardé tous les cours de David Silver. Ce que je faisais, c'est que pendant que je regardais les cours, je prenais des notes. Donc j'avais un fichier. En gros, je faisais mes fiches. Si vous voulez, les fiches que je fais pour un cours normal, je les ai faites pour ce cours de David Silver aussi. Et le cours, je l'ai vraiment trouvé excellent. En fait, il y a un cours de Reinforcement Learning qui existe aussi, mais cette fois-ci en PDF. Et la différence, c'est que ce cours-là, il est beaucoup, beaucoup plus synthétique. Il traite pas tout le cours PDF, mais il traite la majorité, moi en tout cas toutes les choses les plus importantes du domaine et qui m'ont vraiment été utiles pendant le stage. Et il est extrêmement clair, il fait des super bons schémas. Enfin, c'est vraiment un super cours, quoi. Et c'est un excellent orateur, il est très doux dans la manière dont il parle. Enfin, c'était vraiment un super cours que j'ai regardé. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment dingue parce que sur YouTube, tu as accès à des cours qui sont dingues, qui sont vraiment excellents. Et ça se trouve, ils sont même meilleurs que les cours que tu vas avoir en master l'année prochaine. Il y a même de très fortes chances. Et donc, ça fait vraiment réfléchir sur la part que peut avoir YouTube et même les sites internet sur l'éducation. Parce que là, sur YouTube, j'ai eu un cours qui était énorme. Et en plus, sur son site internet, j'avais accès aux slides, j'avais accès à plein d'autres informations qui faisaient que c'était très très pratique pour suivre le cours. C'est-à-dire, j'avais le cours et à côté, j'avais les slides. Je pouvais avancer, reculer facilement dans les slides, etc. Donc, c'était vraiment un cours parfait, quoi. Et c'était vraiment trop trop bien. Et donc, vraiment, merci à Tristan de m'avoir donné ce lien parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé là dans le stage. À la fin, j'avais une bien meilleure compréhension du reinforcement learning et ça m'a beaucoup aidé pour le reste de mon stage et ça m'a enlevé des tonnes et des tonnes de lacunes, quoi. J'avais plus besoin vraiment, je sentais même plus le besoin de lire des papiers après ce cours-là, donc c'était vraiment super bien. Et ce que j'ai fait cette première semaine de mars aussi, c'est que j'ai beaucoup pratiqué. Parce que là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que pendant 3 jours, j'ai regardé 15 heures de cours et je prenais des notes en même temps, donc j'ai beaucoup accumulé de connaissances. Et pour vraiment les assimiler, je pense qu'il faut pratiquer. Du coup, j'ai pris le temps d'implémenter les algorithmes que je voyais et de les tester dans BBI. Donc j'ai pris le temps vraiment d'implémenter et de tester des choses, etc. Et aussi, cette semaine-là, j'ai découvert les Reading Groups. Donc c'est des groupes de lecture. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique au Mila, mais en tout cas, je l'avais jamais vu avant. Et c'est quoi un groupe de lecture? C'est juste 1 heure dans la semaine où des personnes vont chaque semaine présenter un article de recherche. Et au Mila, chaque semaine, il y avait à peu près 5-6 groupes de lecture. Donc en gros, il y avait 5-6 créneaux horaires par semaine où des gens présentaient des articles. Et par exemple, il y avait un groupe de lecture Learning Agent. Donc en gros, c'était le groupe de lecture de BBI. C'est là où on présentait tous les articles en rapport avec BBI qui pourraient être utiles pour BBI. Il y en avait un sur le meta-learning, un sur le deep learning, un sur les réseaux adversariaux, un sur le NLP, etc. Il y avait pas mal de groupes de lecture. Mais les groupes de lecture, c'est bien parce que ça permet de présenter des papiers. Donc du coup, en 1 heure, on a une bonne vue sur un papier. Mais ça avait quand même pas mal d'inconvénients parce qu'en fait, à chaque fois, les papiers étaient assez mal présentés, je trouvais. C'était pas facile de très bien comprendre pendant l'heure. Je sais pas, les présentations étaient pas super bien à chaque fois. Donc du coup, en fait, à la fin de l'heure, t'avais vu un petit peu d'un papier, mais t'avais pas bien compris. Je sais pas, bon, c'était pas super bien expliqué en général. Et du coup, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que j'y allais à 2 par semaine, 1 ou 2 par semaine. J'y allais à celui de Learning Agents, celui de BBI. Et après, des fois, j'allais à d'autres, mais voilà, j'ai pas trop été au groupe de lecture. Mais en tout cas, l'idée de faire des groupes de lecture, s'ils sont bien réalisés, je pense que ça peut être une très très bonne idée. Parce qu'en 1 heure, ça peut faire découvrir pas mal de papiers. En 1 heure, on peut faire découvrir un papier, ce qui, en vrai, en lisant, aurait pu prendre 2 ou 3 heures. Donc je pense, un bon gain en temps. La deuxième semaine de mars, j'ai commencé à vraiment participer au projet BBI et j'ai implémenté un verifier.
Un verifier, c'est quoi? C'est très simple. Comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui vérifie. Et en fait, c'est quelque chose qui vérifie si le bébé a réussi la tâche. Donc typiquement, je dis au bébé open the door, donc ouvre la porte. Et le verifier va regarder ce que fait le bébé et il va dire quand est-ce que le bébé ouvre la tâche. Et pourquoi j'ai codé un verifier? C'est parce que ça permet de donner du reward automatiquement, des récompenses automatiquement. Vous vous rappelez, le but dans BabyEye, c'est que l'humain donne des récompenses quand le bébé fait bien la tâche. Mais le verifier, en fait, là, l'avantage, c'est qu'on peut le faire automatiquement. Donc, il n'y a plus besoin d'un humain qui vérifie ce que fait le bébé et qui donne le reward quand c'est bon. Là, c'est le verifier qui s'en charge. Et cette semaine-là, j'ai vraiment essayé de rentrer dans le projet, c'est-à-dire de comprendre mon rôle. Et du coup, j'ai proposé vraiment pas mal d'idées, etc., etc. On m'a déjà donné une tâche avec le verifier, mais vraiment, j'ai essayé de prendre ma place dans le projet, quoi. La 3e semaine de mars, j'ai enfin compris le rôle de mon stage. Donc pour rappel, le but du projet, c'était d'évaluer le nombre de démonstrations nécessaires au bébé pour apprendre. Et comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que il faut beaucoup de démonstrations pour qu'il apprenne, donc plus de 1000 par exemple. Et l'humain, il peut pas générer les 1000 démonstrations à la main. Enfin, je vais pas passer mon stage à générer des démonstrations. Donc le but de mon stage, en fait, ça a été d'implémenter un programme qui est capable de résoudre les niveaux. Et comme il est capable de résoudre les niveaux, de ce programme-là, on va pouvoir générer les démonstrations. Et ces démonstrations-là, on va ensuite les donner au bébé pour qu'il apprenne et ça nous permettra d'évaluer le nombre de démonstrations. Donc typiquement, on va générer 10 000 démonstrations et on donnera d'abord 100 démonstrations au bébé, on verra s'il a appris, puis 1000 démonstrations, on verra s'il a appris, etc., etc. Et comme ça, on pourra évaluer le nombre de démonstrations dont il a besoin pour apprendre. Et ce programme-là, on a décidé de l'appeler un teacher parce que c'est exactement le but, le rôle d'un enseignant. Le rôle de l'enseignant, c'est quoi? C'est de montrer à l'élève comment il doit faire pour résoudre la tâche ou pour faire tel truc. Et mon programme, il devait faire quoi? Il devait générer des démonstrations pour que le bébé apprenne. Donc du coup, le but de mon stage, ça a été de développer un teacher. Donc un programme capable de tout résoudre et qui va générer les démonstrations. Cette semaine-là, du coup, j'ai commencé à travailler sur le fameux teacher et j'ai fait une première version du teacher qui était hard-codé. Ça veut dire quoi que le teacher est hard-codé? Ça veut dire qu'en gros, pour chaque niveau, je code moi-même la solution pour le résoudre. Donc typiquement, si le niveau c'est ouvre telle porte, je dois moi trouver comment faire pour ouvrir la porte. Donc je dois coder déplace-toi, dès que tu vois un truc qui ressemble à tel truc, c'est une porte. Et ce que tu fais ensuite, c'est que tu l'ouvres et après tu avances, etc., etc. Donc pour chacun des niveaux, j'ai commencé à hard-coder le teacher. Mais le problème de ça, c'est que si vous avez 100 niveaux, il va falloir faire 100 programmes qui résolvent chacun des niveaux. Donc ça demande beaucoup de travail. Mais pendant cette semaine-là, en tout cas, j'ai juste essayé de hard-coder le teacher pour certains niveaux. La 4e semaine de mars, il y a eu Dimitri Badano qui a eu vraiment une idée géniale. Elle est très simple, c'est une idée vraiment très simple, mais elle est vraiment super. Et donc Dimitri Badano, c'est le mec qui supervise le projet. Et son idée, c'est quoi? C'est qu'à la place de faire un teacher hard-codé, c'est-à-dire à la place pour chaque niveau de programmer à la main quelle est la solution pour le résoudre, ce qu'on va faire, c'est que plutôt on va implémenter une intelligence artificielle, donc un algorithme d'apprentissage par renforcement. Et en fait, ça, c'est vraiment une idée géniale parce que du coup, on n'a plus qu'un seul algo à faire et cet algo, on va le mettre sur chacun des niveaux et à chaque fois, il va apprendre quelle est la solution optimale. Donc, en gros, le but de mon stage à partir de ce moment-là, ça va être de coder une IA. Le seul problème qu'il y a avec cette solution-là, c'est que pour que l'algorithme d'apprentissage par renforcement apprenne à résoudre la tâche, il faut lui donner du reward, donc des récompenses, et donc sûrement beaucoup de rewards. Et ça peut paraître problématique parce que l'humain ne peut pas. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine d'avant, j'avais implémenté un verifier, donc quelque chose qui était capable automatiquement de donner du reward. Donc en fait, le problème était résolu. L'algorithme de reinforcement learning allait apprendre grâce au verifier qui lui donnerait du reward. Et donc tout le but de mon stage, ensuite, ça a été d'implémenter cet algorithme de reinforcement learning pour le teacher. Et cette semaine, j'ai aussi présenté un article dans le groupe de lecture Learning Agent, donc c'était le groupe de lecture de BabyEye. Et si vous voulez, vous avez un lien vers la captation vidéo de mon exposé. Donc vous pourrez me voir parler en anglais et présenter cet article-là. Et donc du coup, l'article que j'ai présenté, il introduit un nouvel algorithme de curriculum learning. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple de comprendre ce qu'est le curriculum learning. Curriculum learning, c'est juste l'idée que pour réaliser une tâche dure, on va la décomposer en tâches simples. On va faire ça par étapes. On va pas directement attaquer la tâche dure. On va faire d'abord une tâche un peu plus simple, puis un peu plus compliquée, puis un peu plus compliquée, etc. jusqu'à la tâche finale qui est la tâche vraiment dure. Donc par exemple, imaginons que la tâche dure, ça soit d'atteindre un objectif, un goal, mais qu'avant vous deviez franchir la lave, puis une autre étape de lave, puis un mur.
Et ben le curriculum que vous pourriez faire, c'est d'abord une première tâche plus simple où vous devriez juste atteindre le goal, puis une deuxième tâche un peu plus compliquée où vous devriez passer la lave puis atteindre le goal, puis une troisième genre lave et le goal, puis une quatrième étape où vous devriez passer la lave, puis le mur, puis le goal. Et comme ça, on a fait un escalier de difficulté et petit à petit la tâche elle est de plus en plus compliquée et à la fin on arrive à la tâche finale. Et donc l'idée c'est vraiment de commencer à s'entraîner sur la première tâche, puis sur la deuxième, puis sur la troisième, puis sur la quatrième et à la fin sur la cinquième. Et en faisant ça, on apprend beaucoup plus vite que si on commençait directement sur la cinquième tâche. Et pour vraiment comprendre ce que veut dire curriculum, en fait c'est un terme anglais. Et si on le traduit en français, ça veut dire programme d'études. Et en fait le curriculum learning, c'est exactement la manière que nous avons d'apprendre à l'école. On commence pas par apprendre les équations. On va commencer par apprendre les nombres, par comprendre les nombres, les additions, les multiplications, etc. Et puis on fait des tâches de plus en plus compliquées. Et à la fin, on apprend les équations. Donc ça, c'était vraiment c'est ça le principe du curriculum learning. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est ok, on a un curriculum, c'est-à-dire on a une liste de tâches de plus en plus dures. Mais la question c'est dans quel ordre on va s'entraîner dessus et combien de temps. Est-ce que je passe 2 heures à m'entraîner sur la première tâche, 2 heures sur la deuxième, 2 heures sur la troisième, ou alors plutôt une demi-heure sur la première, puis 1 heure sur la deuxième, puis 1 heure, etc., etc. Est-ce qu'il vaut mieux que je m'entraîne d'abord sur la deuxième tâche, puis après sur la première, puis après sur la troisième, etc. Donc les questions qu'on peut se poser maintenant, c'est dans quel ordre, pendant combien de temps. Et du coup, l'algorithme que j'ai présenté dans ce papier-là, il proposait une certaine manière pour définir l'ordre et pendant combien de temps. Quand j'ai présenté ce papier-là, d'ailleurs j'en parle un petit peu dans la présentation que j'ai fait pendant le Ready Group, j'avais l'intuition que l'algorithme il était bancal et qu'il y avait des cas où ça marchait pas. Et dans ma tête, j'avais déjà des idées d'amélioration de cet algorithme-là. Mais à ce moment-là, c'était pas le moment d'approfondir, j'avais pas le temps et c'était pas sur ça que je devais faire, j'avais d'autres choses à faire. Du coup, à ce moment-là, j'ai pas approfondi. Donc voilà à peu près tout pour mon premier mois de mars sur mon stage. Donc j'ai vraiment compris ce que je devais faire sur ce stage qui est c'est-à-dire implémenter un teacher. Maintenant, je vais vous parler de ma vie pendant le mois de mars, donc ma vie à Montréal, ma vie de manière générale. Pendant ce mois de mars, j'ai eu un moment de lucidité, c'est-à-dire que depuis très petit, je savais que j'avais envie de faire de la recherche, en tout cas c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais à ce moment-là, je me suis demandé à quel prix tu es prêt à faire de la recherche, parce que ça faisait plusieurs fois que j'avais constaté que, en tout cas de mon point de vue, je trouvais que les relations sociales, c'était dur d'en avoir des solides et des stables, parce que par exemple, les gens bougent beaucoup dans la recherche. Typiquement, les chercheurs, ils vont souvent à des conférences. Les postdocs, ils vont aussi beaucoup à des conférences et en général, tous les ans ou tous les 2 ans, ils changent d'endroit. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Par exemple, l'année dernière, pendant mon stage à Oxford, il y avait un postdoc italien et j'avais discuté avec lui et il m'expliquait à quel point c'était dur pour lui, la vie de famille. Il avait une famille, en fait, et il était italien et sa famille était en Italie et lui, il était à Oxford et du coup, il pouvait rentrer que genre très peu et rentrer aux vacances de Noël ou une fois, quelques par-ci par-là. Et du coup, sur l'année, il m'avait dit, j'ai vu, je pense, ma famille 1 mois ou 1 mois et demi. Et surtout, là, pendant mon stage, il était parti pour un autre endroit. Et c'est vachement compliqué je trouve, en tout cas, c'est assez compliqué. Il faut être très très motivé pour avoir une vie de famille. En tout cas, au début, quand on fait de la recherche. Et après, en tout cas, ça n'a pas l'air facile. Ça n'a pas l'air un métier où c'est évident. Et personnellement, moi, à la fin de mon stage, je savais que j'allais quitter tout le monde. Donc, tous les gens que j'avais rencontrés, j'allais plus les revoir. Bon, c'est le problème qu'on a dans un stage de manière générale, mais c'est encore plus flagrant, je pense, dans la recherche. Et donc, du coup, pour moi, à ce moment-là, c'était, ok, tu veux faire de la recherche, mais à quel prix? Et quel pourrait être le prix sur tes relations pour que tu en fasses? Et donc, pour vous faire une comparaison, pour moi, c'était un peu la même situation que, admettons que vous soyez fan absolu de football, et je vous dis, ok, tu vas pouvoir faire du foot toute ta vie, mais t'as pas le droit de manger. Et ben, même si tu as envie de faire du foot toute ta vie, peut-être que si tu manges pas, tu vas pas en faire. Et ben là, c'était un peu la même situation. Pour moi, j'avais envie de faire de la recherche. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais s'il faut rencontrer personne et si les relations c'est très dur à avoir, etc., est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire? C'est la question que je me suis posée. J'ai pas de réponse encore à cette question, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ça. Et je pense que c'est quelque chose à garder en tête. Je veux pas vous dire du tout de pas faire de la recherche à cause de ça. Mais en tout cas, il faut avoir ça en tête que la vie de chercheur, il y a beaucoup de déplacements, de mouvements. C'est pas si simple si on a une famille, etc. Voilà, donc ça c'était un petit moment de lucidité. Pendant le mois de mars, je me suis abonné à une newsletter qui s'appelle Deep Learning Weekly. Et comme son nom l'indique, elle paraît toutes les semaines. Et c'est une newsletter qui résume en fait chaque semaine toutes les nouveautés qu'il y a. Donc au niveau de l'industrie, par exemple, toutes les applications du deep learning,
au niveau de l'apprentissage, tous les nouveaux cours, etc. Au niveau des librairies, donc les codes qui ont été publiés par les gens de Deep Learning, etc. Et tous les nouveaux papiers, alors quelques nouveaux papiers. Mais ça permet chaque semaine de voir apparaître les nouveautés et de se tenir au courant. J'ai aussi beaucoup suivi de gens sur Twitter pour les nouveautés. Bon, en gros, j'ai essayé de m'informer sur le domaine, quoi, pour savoir un peu tout ce qui sortait. Pendant ce mois-ci, j'ai aussi découvert pas mal de chaînes YouTube. Donc il y a toutes les chaînes YouTube dont je parle dans la vidéo sur les moments où j'ai grandi. Mais il y a d'autres chaînes YouTube dont je vais vous parler ici. Il y a par exemple la chaîne YouTube 2 Minutes Paper. L'idée en fait c'est chaque semaine, ou une ou deux fois par semaine, il publie une vidéo dans laquelle il présente un papier d'intelligence artificielle. Donc c'est assez général et en général c'est des papiers très visuels. Les vidéos durent 3 minutes donc c'est très court. Et c'est des vidéos grand public et je trouve que c'est vraiment très très intéressant parce que vous pouvez pas comprendre tous les détails techniques du papier en 3 minutes, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça vous permet de voir les nouveautés et ce que les résultats qui apparaissent dans ce papier. Et ça permet vraiment de voir beaucoup de nouveautés chaque semaine et c'est très ludique, c'est très bien réalisé. Les vidéos, il y a beaucoup d'images et c'est très visuel. Donc c'est une très bonne chaîne YouTube et vous pouvez regarder si vous voulez par curiosité et vous verrez toutes les nouveautés qu'il y a dans l'intelligence artificielle, deep learning. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de nouveautés et ils font des trucs de plus en plus dingues. Plus ça avance, plus c'est dingue. J'ai aussi pu découvrir d'autres chaînes YouTube grâce à Vadim. J'ai découvert par exemple les moments Meurice. C'est les moments donc de Guillaume Meurice. C'est une courte chronique de 4-5 minutes qui paraît chaque jour. C'est sur France Inter. Et en fait, chaque jour, si vous voulez, il prend un sujet et il va poser des questions aux gens dans la rue, je sais pas, aux députés ou dans un salon sur ce sujet-là. Et ce qui est dingue dans ces vidéos, moi je trouve, c'est que ce gars, il a une répartie de malade. Et il a toujours de la répartie. Quand les mecs répondent, il a toujours une trop bonne répartie sur les réponses. Et à chaque fois, il pousse les gens dans leur retranchement. Et à la fin, il arrive à leur faire dire absolument n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. En tout cas, des choses qu'ils pensent, les gens. Mais du coup, on se rend compte de ce que les gens pensent vraiment et de ce qu'ils racontent. Et je trouve ça vraiment incroyable. Enfin, c'est vraiment la répartie qu'il a. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Et ça, donc, vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez le voir sur YouTube ou sur Podcast Go. Je parle de Podcast Go dans la vidéo sur les moments qui m'ont fait grandir aussi. Une autre chose que j'ai découverte grâce à Vadim, c'est Le réveil d'un monument d'Edouard Baird. Donc c'est en gros, ce gars-là, il appelle des célébrités au réveil et il leur pose des questions un peu bateau sur, je sais pas, il appelle des célébrités, il doit être 6h du mat et il les interviewe, si vous voulez, au réveil, quoi. Et je trouve que ces vidéos, elles sont très politiques en même temps parce qu'il a vraiment une manière poétique de poser ses questions. Et il a vraiment une impro de malade aussi, c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment une impro de malade, il pose des questions énormes, genre des trucs, tu penses jamais à ces questions-là. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup ce contenu-là. Et je pense que c'est un contenu l'inspiration que ça donne, je sais pas, j'aime beaucoup. C'est quelque chose j'aime beaucoup ce mec, en tout cas. Et là, vous pouvez y accéder sur Podcast Go. Sur YouTube, il y a que certains extraits, il y a pas beaucoup, mais sur Podcast Go, vous avez toutes les chroniques de ce gars-là. Et aussi à ce moment-là, pendant le mois de mars, j'ai revu mes abonnements YouTube. C'est-à-dire que j'ai supprimé plein d'abonnements et j'ai ajouté plein de nouveaux abonnements, donc typiquement les chaînes dont je vous parle. Et j'ai aussi arrêté d'utiliser Adblocks parce que je sais pas, à ce moment-là, j'ai réalisé qu'en fait Adblocks, juste ça a empêché les créateurs de vidéos que j'aimais bien de gagner de l'argent. Du coup, j'ai enlevé Adblocks de mon ordinateur et aussi du coup, les sites internet maintenant il y a les publicités, mais c'est pas grave si ça leur fait gagner un peu d'argent et ça leur permet de mieux vivre. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté Adblocks. J'ai aussi découvert qu'on pouvait acheter des rouleaux de pièces à la Banque nationale du Canada. Alors peut-être qu'on peut le faire en France, mais en gros, contre un billet de 20, ils vous donnent 20 pièces de 1 dollar. Donc c'est un truc qui est vachement pratique si vous voulez faire des lessives et vous faut payer avec des pièces par exemple, ou le séchage, etc. Et enfin, pendant le mois de mars, il a aussi beaucoup neigé à Montréal. Je pense que pendant un quart du temps, il neigeait. Et quand il neigeait vraiment beaucoup. Les voitures, elles étaient ensevelies. Après, en permanence, il y avait des chasse-neige, mais en tout cas, il neigeait pas mal. Il a pas mal neigé pendant ce mois-là. Donc maintenant, je vais vous parler du mois d'avril. Et je vais vous parler de mon stage dans un premier temps. Au tout début du mois d'avril, j'ai changé d'étage. Avant, je travaillais au 3e étage, mais il y avait beaucoup de gens et beaucoup de bruit. Et j'ai décidé de monter au 4e étage. Et il n'y avait plus personne et plus de bruit. Et vraiment, c'était trop bien. C'était une trop bonne idée. C'était une trop bonne idée de faire ça parce que du coup j'ai beaucoup mieux travaillé à cet étage-là. Et là maintenant je vais vous résumer mon travail de début avril jusqu'à mi-mai à peu près. Donc pour rappel, mon but c'était d'implémenter un teacher et ce teacher-là ça devrait être une intelligence artificielle. C'était l'idée de Dimitri Badano.
Et l'intelligence artificielle, ça devait juste être un algo de RL classique, quoi. Et du coup, moi, ce que je voulais juste, c'était utiliser un algo de RL classique très connu. Je voulais pas inventer un nouveau, il y a déjà des nouveaux algos de RL qui fonctionnaient. Mais le problème, à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas de bonne implémentation. C'est-à-dire que toutes les implémentations, elles étaient très mauvaises, très mal codées, je trouvais, et elles n'étaient pas adaptées en plus pour BI. Et du coup, les gens dans BI voulaient pas prendre le temps de faire une nouvelle implémentation et on était bloqué à ce moment-là. Du coup, j'ai décidé à ce moment d'implémenter ma propre implémentation, de coder ma propre implémentation. Mais ça a vraiment été très 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 dur. Genre, pendant 1 mois et demi, je l'ai fait, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé. Le week-end, les soirs, pendant la semaine. Et j'avais beaucoup de bugs, il y avait beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de moments où j'étais bloqué, où je testais, ça marchait pas. Et puis à la fin, au bout d'1 mois et demi, ça a fonctionné. Donc là, j'étais vachement content. Et finalement, l'implémentation que j'ai fait, c'est celle qui est utilisée dans BBI. Et il y a aussi d'autres personnes du Mila qui l'utilisent. Et pendant cette période qui était vachement dure, où j'ai essayé d'implémenter ce truc-là et j'y arrivais pas, j'ai rencontré Min. C'est un postdoc chinois et qui était au 4e étage en fait. C'est quand j'ai commencé à monter au 4e étage que je l'ai rencontré à ce moment-là. Et il y a une fois où il me pose une question sur un certain langage, enfin sur une certaine librairie. Et du coup, je lui réponds, etc. Et puis on commence à discuter. Et on parle de mon projet, de son projet, etc., etc. Et puis à un moment, donc je lui explique mes problèmes. Je lui explique là, je suis bloqué, j'ai tel truc. Et il m'a donné pas mal d'idées. Et à plusieurs moments, il m'a débloqué. Et il me disait, tu peux tester ça, tu peux tester ça, tu peux tester ça. Il m'a donné pas mal de bonnes idées et c'est un peu grâce à lui que j'ai été pas mal débloqué à certains moments. Et souvent, il venait me voir, il prenait de mes nouvelles, il me demandait comment ça va, est-ce que t'es débloqué, est-ce que ça avance, etc. Et on discutait, il me disait, tu peux tester ça, etc. Et du coup, ça a été vraiment une super rencontre parce que il m'a vraiment pas mal aidé pendant ce moment-là en faisant très peu. C'est-à-dire qu'on discutait peut-être une heure toutes les semaines, je sais pas, au total. Mais finalement, à certains moments, quand il dit regarde tel truc, même s'il fait très peu, c'est en une phrase, il t'aide beaucoup. Et ouais, il était vraiment super gentil, quoi. C'était vraiment une super rencontre. Donc voilà à peu près pendant le mois d'avril ce que j'ai fait sur le stage. Ensuite, au mois d'avril, on a pas mal travaillé sur les séminaires pour tous. Donc pour l'organisation de Histoire de l'art pour tous et de Bio pour tous, on a mis en place le processus de réalisation des exposés. Et pour Maths pour tous et Info pour tous, les exposants, ils ont fini leur script. Du coup, on a dû prendre le temps pour les relire et pour les commenter. Et Vadim, en fait, ce qu'on a fait sur les séminaires, c'est que Vadim s'occupait des maths pour tous, et moi je m'occupais de info pour tous. Et donc Vadim a eu 4 exposés, il supervisait 4 exposés, et moi j'en supervisais 6, plus le mien. Et moi, personnellement, ça m'a pris un week-end pour relire tous les scripts et les commenter, donc ça prend du temps, quoi. Et donc voilà à peu près pour l'organisation des séminaires pour tous. Et maintenant, je vais vous parler de ma vie au mois d'avril, pour finir. Donc dans ce mois-là, j'ai rencontré pas mal de personnes, je me suis fait pas mal d'amis, typiquement Min, qui m'a pas mal aidé pendant le stage, Bhargav, un Indien, avec qui on est allé par exemple plusieurs fois à des restos indiens ensemble, et j'ai rencontré aussi un couple de Français, donc un gars et une fille, et ils étaient vraiment super sympas, et ils ont commencé leur stage début avril, et on a vraiment beaucoup discuté. Après on est sortis ensemble, on allait des fois dans la ville ensemble, etc. Et on a vraiment beaucoup discuté. Et aussi avec Salem de BBI, donc un des doctorants qui travaillait dans le projet. Donc j'ai vraiment rencontré pas mal de personnes et fait quelques amis là-bas. Donc ça, c'était une des choses du mois d'avril. Ensuite, j'ai aussi pas mal travaillé sur mon exposé Info pour tous, parce que là, j'étais exposant dans Info pour tous, pas organisateur. Enfin, organisateur aussi, mais là, j'ai fait mon travail d'exposant. Donc j'ai travaillé pendant 2 week-ends quasiment entiers sur mon exposé. Et c'était quand même beaucoup plus facile que pour Maths pour tous. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais j'ai beaucoup moins souffert. C'était beaucoup plus simple. Mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour le réaliser. On va dire qu'il y a beaucoup de moments où il faut réfléchir à la bonne manière de présenter les choses, la plus naturelle, etc. Ça demande quand même du travail, même si c'était plus simple que Maths pour tous. Le 4 avril, il a aussi encore neigé. Donc en fait, quasiment jusqu'à mi-avril, il a neigé. Le 12 avril, j'ai reçu un mail de l'ENS qui m'a dit que j'avais reçu un colis. Alors moi, je trouvais ça vachement bizarre parce que je vois pas qui pouvait m'envoyer un colis. Et surtout, j'étais pas à l'ENS, je vois pas à qui j'aurais dit d'envoyer un colis alors que j'y suis pas. Et j'ai une amie du coup qui allait chercher mon colis et elle m'a envoyé une photo que je vous mets. Et quand j'ai vu la photo, en fait, je me suis rendu compte que c'était Alain Cohn qui m'envoyait son livre parce que en janvier, il a publié un livre et d'ailleurs, il en parlait dans la conférence qu'il a fait pour Maths pour tous et il m'a très gentiment envoyé ce livre-là. Donc c'était vraiment super gentil de sa part.
Et le 30 avril, pour finir ce mois d'avril, là aussi j'ai eu un moment de lucidité dans ma tête. J'ai identifié quel serait en tout cas un des buts de ma vie, parce que ça faisait beaucoup de temps que je réfléchissais à ce que j'aimais bien faire, à ce que j'aimerais faire plus tard, etc. Et à ce moment-là, j'ai vraiment formulé de manière très claire, je sais pas si ce sera le but de ma vie, mais en tout cas un des buts de ma vie, qui est le suivant, d'essayer de donner la meilleure éducation possible à tous les gens sur la planète. Alors je sais que c'est ultra ambitieux, bon, il y a très très forte chance pour que ça n'arrive jamais, c'est sûr. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai formulé un truc très clair que j'aimerais réaliser au cours de ma vie. Donc, ça me permettait de voir beaucoup plus loin et sur un beaucoup plus long terme, en tout cas. Enfin, voilà. Donc, c'est à peu près toutes les choses que j'ai fait au mois d'avril. Donc, maintenant, je vais vous parler de mon mois de mai. Et je vais commencer par parler du stage. Donc, mi-mai, j'ai fini d'implémenter mon algorithme de RL. Donc, j'ai fini d'implémenter le teacher. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu générer plein de démonstrations. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas encore fait véritablement de la recherche. Et du coup, j'avais pas encore des tonnes de choses intéressantes à mentionner dans mon rapport de stage parce que OK, j'avais implémenté un algorithme de RL, mais c'était juste de l'implémentation, c'est-à-dire c'est juste de l'ingénierie. J'ai pris un algorithme qui existait déjà, je l'ai juste implémenté, je l'ai peut-être implémenté mieux, mais j'ai pas utilisé ou créé quelque chose de nouveau ou je sais pas, j'ai pas fait encore vraiment de la recherche. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit ben là, pour l'instant, ok, j'ai passé 2 mois et demi de stage, mais concrètement, j'ai pas fait vraiment de la recherche. Et du coup, j'ai commencé un peu à m'inquiéter de ça et à me dire, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mon rapport de stage au niveau de la recherche. Et du coup, ben, pour trouver des idées, je suis allé marcher un dimanche dans la ville et j'ai essayé de trouver pas mal d'idées, de penser à pas mal de choses, etc. Le soir, j'ai testé quelques petites choses, mais c'était pas très convaincant. Mais en tout cas, j'ai passé une journée comme ça à essayer de réfléchir à des idées et de me dire qu'est-ce que je pourrais faire comme travail de recherche sur VBI et qu'est-ce que je pourrais mettre d'intéressant au niveau de la recherche dans mon rapport de stage. Mais bon, j'ai pas réussi à trouver, mais j'avais ça en tout cas à ce moment-là en tête. Et finalement, j'ai réussi à trouver quelques jours après. Donc en fait, j'avais implémenté donc mimé le teacher. Et le teacher, son but c'était de générer des démonstrations pour le bébé. Mais le problème, c'est qu'il y avait des niveaux sur lesquels le teacher n'arrivait pas à résoudre. Et du coup, si le teacher n'arrive pas à résoudre ces niveaux-là, bah on peut même pas, ça vaut même pas le coup de générer des démonstrations parce qu'elles vont être mauvaises et le bébé ne pourra pas apprendre à partir de ces démonstrations-là. Du coup, là, il y avait un problème dans Baby Eye sur ces niveaux-là, le teacher ne fonctionnait pas. Et ce qu'on a fait pour le faire mieux fonctionner, c'est qu'on a fait du curriculum learning. Et en particulier, on a utilisé l'algorithme que j'ai présenté l'algorithme qui se trouvait dans le papier que j'ai présenté en mars. Et donc du coup, grâce à cet algorithme de curriculum learning, on a pu réussir à mieux résoudre les niveaux durs. Mais ça marchait pas super. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais en mars, là, quand j'avais présenté ce papier-là, j'avais déjà en tête des idées d'amélioration de l'algorithme. Et du coup, ben là, mi-mai, je me suis dit, ben ok, on a réussi à résoudre certains niveaux en faisant du curriculum, ça nous a aidé, mais on est encore bloqué parce que ça marche pas super. Et ben, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer d'améliorer cet algorithme-là. Et ben, si ça marche, si j'arrive vraiment à l'améliorer, ben déjà, j'aurais fait un travail de recherche que je pourrais mettre dans mon rapport de stage. Et je vais essayer, si j'améliore cet algorithme, de publier un papier où je présenterai l'amélioration de cet algorithme-là. Donc du coup, ce que j'avais en tête, c'est, je me suis dit, ben, il faut vraiment que j'essaye de travailler, d'approfondir, d'améliorer cet algorithme-là pour pouvoir débloquer mon stage et peut-être publier un papier. Du coup, je suis allé voir Dimitri, celui qui gérait le projet, pour lui parler de cette idée-là. Et en fait, il m'a dit, je trouve que c'est une idée intéressante, mais je sentais qu'il était vraiment pas chaud pour que je travaille dessus. Parce qu'en fait, si vous voulez, à ce moment-là, j'étais vraiment le seul à faire avancer le projet, à vraiment travailler sur tout ce qui était reinforcement learning et le teacher, etc. Et du coup, il se disait, s'il commence à travailler sur son papier ou sur cette idée-là, il va plus assez se consacrer au projet. Et du coup, il va délaisser Baby AI et le projet n'avancera plus. Mais moi, personnellement, c'était pas ce que j'avais en tête. Je voulais pas délaisser Baby AI et je voulais continuer à travailler sur Baby AI, mais en tout cas, je voulais vraiment creuser cette idée-là. Et du coup, à la fin du meeting, à la fin, là, quand on avait parlé, il m'a dit, OK, c'est une bonne idée, mais je pense qu'il vaut mieux pas que tu approfondisses ça maintenant, c'est pas une priorité, il faut que tu continues vraiment à travailler sur Baby AI, sur le projet là. Et intérieurement, je me suis dit, non, je vais pas faire ce qu'il me dit. OK, bien sûr, je vais continuer à travailler sur Baby AI, je vais continuer à faire avancer le projet,
Il faut vraiment que je me consacre à cette idée d'amélioration de l'algorithme parce que je sens que je peux améliorer quelque chose, je sens que je peux faire quelque chose sur ce truc-là. Et surtout, ça va m'aider pour mon stage. Et du coup, je me suis dit, ben, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à travailler sur BBI. Je vais travailler assez pour faire avancer le projet et pour pouvoir montrer des choses au prochain meeting. Mais ce que je vais faire, c'est qu'en parallèle, je vais commencer à travailler sur cette idée-là. Donc, typiquement le soir ou un peu plus dans la journée. Mais à ce moment-là, en tout cas, je me suis dit, il faut vraiment pas que je délaisse cette idée-là. Et ensuite, fin mai, on a eu un meeting, donc BBI, où, en fait, Dimitri a évoqué l'idée de soumettre un papier spécialement pour le projet BBI pour début septembre. Donc, c'était une super nouvelle. Et du coup, à ce moment-là, en fait, il y avait 2 papiers pour lesquels je pourrais contribuer. Donc, le papier de BBI que Dimitri venait de proposer et aussi le papier avec la potentielle amélioration de mon algorithme. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment assez content. Pour l'instant, j'avais rien sur mon algorithme, mais en tout cas, potentiellement, je pouvais participer à 2 papiers et surtout sur le deuxième papier sur l'amélioration de mon algorithme, je serais l'auteur qui aurait fait la contribution principale. Donc, ça serait quand même assez intéressant. Et enfin, fin mai, il y a eu un stagiaire qui est arrivé. Donc, Chitwan, c'est un Indien. Il était en 3e année de bachelor. Et ça a vraiment été un mec super gentil. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et il travaillait en plus vraiment très bien dans le projet. Et en fait, son arrivée, là, fin mai, elle est tombée à pic. Parce que du coup, il a travaillé à plein temps sur le projet. Et ça a permis de me soulager. Parce que du coup, maintenant, il y avait 2 personnes qui travaillaient sur le projet. Et si du coup, je travaillais un peu moins sur le projet, ça se voyait beaucoup moins. Et du coup, ça m'a permis de un peu moins travailler sur BBI pour plus me consacrer sur mon idée. Donc voilà à peu près tout sur mon travail pendant le mois de mai. Donc maintenant, je vais vous parler de ma vie pendant le mois de mai. Et j'aimerais vous raconter une toute petite histoire sur la petite fille de la famille dans laquelle je vivais. Donc c'est une petite fille de 5 ans, elle était vraiment très drôle et on a beaucoup rigolé, on jouait beaucoup ensemble, etc. Et il y a un jour où on a fait une course donc on vivait au 2e étage, l'appartement était au 2e étage. Et donc forcément il y avait des escaliers, enfin en tout cas il n'y avait pas d'ascenseur dans ce bâtiment. Et il y a un jour où on était en bas du bâtiment et on décide de faire la course pour monter au 2e étage et pour arriver à la maison. Et ça faisait plusieurs fois qu'on faisait la course, Et en général je faisais la course mais je faisais exprès de vraiment me dépêcher pour qu'on arrive quasiment en même temps et elle arrivait juste devant moi quoi. Et elle gagnait en général, c'est ce qui se passait. Et cette fois-là, je sais pas, genre j'avais un peu la flemme. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté les escaliers en faisant beaucoup de bruit, mais assez lentement. Et du coup, elle croyait que j'étais juste derrière elle, alors juste je faisais beaucoup de bruit. Elle s'est dépêchée. Et elle est arrivée, elle a touché la porte de la maison, et elle l'a touché genre 20 secondes avant moi, quoi. Elle avait touché, moi j'avais même pas fini de monter l'escalier encore, et j'étais super loin. Et au moment où je suis arrivé, j'ai dit j'ai gagné. Et elle a dit non, c'est moi qui ai gagné. Et j'ai dit j'ai gagné, et elle s'est mise à pleurer. Et j'ai trouvé ça... Bon, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle se mette à pleurer. Et je trouvais ça assez incroyable parce que tout le monde savait, il y avait ses parents à côté, il y avait tout le monde, et tout le monde savait qu'elle avait gagné. Enfin, elle était arrivée 20 secondes avant moi et tout le monde le savait. Mais j'ai trouvé ça assez incroyable qu'en fait, pour elle, elle avait pas gagné tant que tout le monde reconnaissait qu'elle avait gagné. Et ça, je trouve, c'est quelque chose de vachement intéressant. À ce moment-là, j'ai trouvé ça vachement intéressant en tout cas. Aussi, au mois de mai, il a commencé à faire vachement beau. Donc par exemple, je vous mets une photo du Mila le jour pour que vous voyez un tout petit peu. Et une photo de l'université de Montréal à la tombée de la nuit. Du coup, comme il faisait vachement beau, au mois de mai, j'ai commencé à sortir. Donc là, déjà au mois de mai, je commençais à travailler beaucoup moins le week-end. Donc jusque-là, je travaillais le samedi et le dimanche. Puis pendant tout le mois de mai, j'ai commencé à sortir le dimanche. Puis après, au mois de juin, je sortais le dimanche. Et à la fin du mois de juin, je sortais même le samedi. Donc à la fin du mois de juin, je travaillais plus le week-end. Parce qu'il faisait vraiment super beau et je commençais vraiment à avoir envie de visiter la ville. Et j'avais beaucoup travaillé déjà sur mon stage et je commençais à avoir vraiment envie de visiter la ville. Et du coup, pendant le mois de mai, j'ai commencé à visiter la ville. Et franchement, c'est une ville super jolie. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette ville-là. Donc, par exemple, je suis allé au parc de Mont-Royal. C'est un parc au centre de Montréal qui est sur une colline. Et on a une super vue sur Montréal à cet endroit-là. Et c'est un parc, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce parc-là. Par exemple, je suis allé au marché Jean Talon. Donc c'est un grand marché à un certain endroit de Montréal avec vraiment pas mal de choses qui étaient très jolies, très calmes, etc. Je suis allé dans d'autres parcs. Il y avait pas mal de parcs où des gens jouaient à la pétanque, par exemple. C'était assez surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'ils jouent à la pétanque ou à ce qu'ils jouent au baseball. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui sortaient. Là, ça commençait à être les beaux jours.
Et du coup, les gens sortaient et se faisaient plaisir. Et il y avait plein de jeunes dehors et il faisait super beau. Et ça, c'était vachement cool cette période-là. Et je suis passé dans pas mal de rues. Il y avait beaucoup de rues à un certain endroit qui étaient taguées avec des tags super jolis. Je pense que c'est des artistes qui taguaient là-bas. Donc ça, c'était vachement cool. Et je suis allé aussi à un jardin de la botanique à Montréal. Donc avec des tonnes de fleurs. Il y avait un endroit, un insectarium, je pense que ça s'appelle comme ça, avec plein d'insectes et beaucoup de plantes. Un jardin japonais, etc. C'était vachement joli comme endroit. Et pendant ce mois-là, j'ai aussi testé pas mal de restaurants. Donc j'ai testé Five Guys. Non bon, je rigole, c'est pas un restaurant, mais en tout cas, j'ai testé pas mal de restaurants et pas mal d'endroits. Et Five Guys aussi notamment, parce qu'il n'y en a pas à Paris. Et je me suis dit, j'ai vu un Five Guys en marchant et je me suis dit, tiens, on pourrait tester. Et en fait, grâce au couple de Français, ben, ils m'ont fait découvrir pas mal de choses. Par exemple, ils m'ont fait découvrir pas mal de restos. Et ça peut paraître bizarre aussi, mais ils m'ont fait découvrir le Kouign-Amann. Je sais que c'est pas une spécialité du tout canadienne, c'est breton. Mais c'est là-bas en tout cas que j'ai découvert ça. Du coup, c'était vachement cool parce qu'avec eux, je sortais pas mal. Et on a allé à pas mal d'endroits. On est surtout allé dans des restos, mais c'était vachement cool en tout cas. J'ai passé des super moments avec eux. Et vraiment, la ville de Montréal était super agréable. Il y avait plein de petits qui jouaient dans les parcs. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Il faisait beau, il faisait chaud. Il y avait plein d'arbres. C'était vert. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas l'endroit où j'étais. Et j'adorais personnellement marcher dans les rues. Je sais pas, c'était vraiment tranquille quoi. Il y a même des fois où j'ai creusé des écureuils en marchant dans la rue comme ça, tranquille, qui se baladaient. J'avais jamais vu d'écureuils en vrai de ma vie, je pense, ou en tout cas aussi proche. C'était vachement cool en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et à la fin du mois de mai, j'ai dû aussi choisir mon master. Donc comme je vous expliquais dans la vidéo sur la recherche de master, on avait 2 masters possibles. Bon après on peut en faire d'autres bien sûr, mais en gros les 2 masters principaux, c'est le MPRI, master d'informatique théorique, ou le MVA, master d'apprentissage de machine learning. Et moi, du coup, j'ai choisi le MVA. Donc j'ai dû faire mon inscription au MVA et 3 semaines après, j'ai été accepté. Donc l'année prochaine, je vais participer au MVA. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ma vie pendant le mois de mai, pendant ce stage-là. Donc pour finir, je vais vous parler du mois de juin, donc le dernier mois de mon stage. Donc je vais commencer par vous parler de mon stage. Donc début juin, donc pour rappel, je travaillais sur le projet principal, donc sur Baby AI et en plus sur l'amélioration de mon algorithme. Et donc début juin, on a eu un meeting un peu spécial, enfin un meeting normal, mais dans lequel il s'est passé quelque chose d'un peu spécial. C'est-à-dire que j'ai expliqué donc en fait l'algorithme de curriculum qu'on utilisait depuis le début. Je l'ai expliqué à Yoshua. Et cet algorithme-là, c'était l'algorithme qui était présenté dans le papier que j'avais présenté donc au mois de mars. Et Yoshua, il propose une amélioration de l'algorithme. Et en fait, l'amélioration de l'algorithme, c'était exactement l'amélioration de l'algorithme que moi j'avais en tête. Et j'en avais parlé à Dimitri à ce moment-là. Et du coup, là, on va dire, j'ai gagné la bataille dans le sens où Dimitri, il a compris que ce que j'avais proposé, c'était intéressant. Et du coup, après, j'ai plus aucun problème pour travailler dessus. Mais en tout cas, je pouvais continuer à travailler plus sur cette idée d'algorithme-là. Et enfin, la dernière semaine de stage, je suis arrivé à avoir des très bons résultats avec cette amélioration de l'algorithme. Donc, si vous voulez, depuis le début, j'avais une idée d'amélioration, mais je savais pas si vraiment c'était meilleur. Et ce qu'il faut pour montrer que c'est meilleur actuellement dans le deep learning, c'est faire des expériences et montrer que sur les expériences, on obtient des meilleurs résultats. Et donc du coup, cette dernière semaine-là, j'ai réussi à avoir des meilleurs résultats. Et donc ça montrait que mon algorithme était meilleur. Et du coup, au dernier meeting, j'ai dit en gros que mon algorithme, j'avais des résultats. Et j'ai proposé l'idée de publier un papier pour présenter cette idée-là. Et Yoshua était d'accord. Donc Yoshua trouvait ça bien. Donc ça voulait dire qu'en gros, il était OK pour que je publie un papier juste sur mon idée. Et du coup, à la fin de ce meeting, j'étais vraiment très très content. Et au dernier rendez-vous que j'ai eu avec Yoshua, le jour avant de partir, il m'a dit qu'il était satisfait de mon stage et qu'il pensait que c'était au-dessus d'un stage moyen. Et on a discuté de l'idée que j'avais donc pour le papier, etc. Il m'a aidé, il m'a un petit peu aidé, il m'a aidé à mieux formuler certaines parties, etc. Donc c'était très positif, quoi. J'ai fini mon stage d'une manière très positive. Et aussi pour mon départ, l'année dernière à Oxford, on avait fait un repas avec mon maître de stage. Et là, cette année, on a fait un peu la même chose. On a fait un repas Baby AI, on va dire. C'était vraiment super cool. Il y avait toutes les personnes qui travaillaient sur Baby AI dans le repas. Donc par exemple Dimitri, Salem, Maxime, Chitwan, le nouveau. Mais il n'y avait pas Yoshua par contre. Et c'était vraiment super cool. On a beaucoup discuté, etc. Et vraiment pendant ce stage-là, j'ai travaillé avec une équipe vraiment super. Les gens étaient très gentils. Et j'ai beaucoup appris parce que j'ai appris du travail des autres. J'ai beaucoup appris par exemple de Dimitri. Parce que ça a l'air de rien, il a juste supervisé le projet,
Mais enfin, il était vraiment gentil avec moi. Il prenait souvent de mes nouvelles. Il me demandait souvent comment ça allait. Il y a aussi des moments où il m'a bien conseillé. Et il était assez bienveillant. En fait, j'avais un peu l'impression que c'était mon papa pendant le stage, quoi. Et vraiment, ce mec, je pense, il a eu un impact énorme sur le projet, même sans coder, parce qu'il a proposé des idées vachement intéressantes à pas mal de moments. C'est typiquement lui qui a proposé l'idée qui a fait mon stage, quoi. Et je trouve qu'il a vachement bien géré Baby AI, parce que c'est pas facile. Il y a plusieurs personnes qui travaillent dessus, et les gens font pas forcément tout le temps, partent pas forcément tout le temps dans la bonne direction, etc. Donc il a vraiment bien géré, et je pense que j'ai beaucoup appris de ce gars-là. C'était vraiment une expérience super intéressante. Donc on a fait un repas avec les gens de Baby AI, mais on a aussi fait un repas avec les gens du Mila. Ça, c'est moi qui l'ai organisé plus, on va dire. Et ce que je comptais faire, en fait, ce que j'avais dans la tête, c'était d'inviter des gens par message, quoi, et de leur proposer d'aller au resto. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. J'ai invité 7 ou 8 personnes, quoi. Et on est allé au resto, mais j'ai pas trouvé ça ouf. Parce que les gens, en fait, que j'ai invités, ils se connaissaient pas entre eux. Pas forcément entre eux. Et du coup, il n'y avait pas forcément une super bonne ambiance. Et j'étais un peu au centre. Et je voulais que les gens discutent et c'était pas forcément ce qui s'est passé. Et du coup, moi, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est je referai pas ça. Plutôt, ce que je ferai, c'est j'enverrai des messages à chacun et individuellement, je mangerai avec chacune des personnes. Ça fait plus de repas, mais au moins, on peut avoir des repas plus sympas parce que là, c'était un peu mort et c'était pas forcément le truc le plus cool qu'on aurait pu faire, quoi. Donc voilà, en gros, sur mon stage, ce que je pouvais dire pour ce mois de juin et pour cette fin de stage. Au niveau des séminaires pour tous, au mois de juin, j'ai une remarque à faire en fait, c'est que j'ai trouvé que les exposants sur Info pour tous ont fait vraiment un travail incroyable. Ils sont vraiment énormément investis et à la fin, ils ont produit vraiment un travail qui était vraiment de qualité. Et je pense que le séminaire que vous allez voir va vraiment être de qualité. Par exemple, pour certains exposés, il y a des mecs qui n'ont pas eu peur de faire 2, 3, 5 versions de leur exposé. Bon, c'était après des retours et c'était sur une longue période de temps, mais il y a vraiment des personnes qui sont vraiment énormément investies. Et moi, personnellement, ça m'a donné beaucoup de travail aussi, parce que du coup, on doit revoir chacun des exposés, et plusieurs fois même. Des fois, ça me prenait 4-5 heures par exposé, et on s'appelait avec les exposants, donc ça prenait 1 ou 2 heures, etc. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail, mais franchement, vu l'investissement que les gens ont fait dans chacun de leurs exposés, pour moi, c'était vraiment un bonheur de travailler. J'étais tellement content de voir que les gens s'investissaient comme ça, que je pouvais travailler beaucoup aussi de ma part. Ça me posait vraiment pas de problème. Et les gens, vraiment, sont beaucoup, beaucoup investis. Et ça montre que prendre les bonnes personnes et les mettre dans les bonnes conditions et bien les gérer peut-être, on peut obtenir beaucoup de ces personnes-là. Et je pense que le séminaire qu'on va avoir à la rentrée, il va vraiment être de qualité. En tout cas, c'est l'intuition que j'en ai et j'espère que ça va se passer comme ça. Une autre chose pendant ce mois de juin, au niveau de l'organisation, c'est qu'il y a un des exposants de Maths pour tous qui a arrêté de travailler sur Maths pour tous. En fait, Vadim, il lui avait déjà proposé il y a 1 ou 2 mois avant d'arrêter parce qu'il sentait, je sais pas, ça se passait pas super bien, etc. pour lui. Mais le mec avait voulu continuer, il voulait vraiment continuer. Et finalement, début juin, il a envoyé un message à Vadim en lui disant que il voulait arrêter. Et du coup, ça veut dire que tout l'investissement qu'a fait Vadim sur son exposé, sur cette personne, etc., c'était une perte de temps, quoi. Bon, Vadim, forcément, on apprend toujours des choses en faisant des choses, mais en faisant ça, mais je veux dire, c'est vraiment une perte de temps, et donc c'était un peu dommage pour lui, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver, quoi. Les personnes, si elles veulent plus faire leur exposé, elles font plus leur exposé. Bon, voilà, c'est un petit incident qui est arrivé dans ce séminaire, en tout cas. Et enfin, la dernière chose qu'on a fait au niveau de l'organisation au mois de juin, c'est qu'on a prévu les exposés d'ouverture et de clôture. Donc pour l'exposé d'ouverture, ça va être un exposé d'informatique, donc fait par un chercheur en informatique. À la base, moi je voulais que ça soit Yann Lequin. C'est une personne donc très très connue en deep learning. Mais en fait, en envoyant un mail, j'ai eu sa secrétaire qui m'a dit qu'il n'était pas dispo. J'ai essayé d'insister un peu, mais bon, il était vraiment pas dispo au mois de septembre et au mois d'octobre. Bon, tant pis. Et il y a un des exposants qui m'a donné une idée, qui m'a donné des idées de personnes que je pourrais contacter à sa place. Et il m'a parlé notamment du prof qu'on avait eu l'année dernière en compilation, donc Jean-Christophe Filiatre. Et c'était vraiment un prof que tous les infos ont adoré. Moi, j'ai adoré l'avoir parce il a vraiment fait un cours super. Et je trouvais que c'était un super prof. Et quand il m'a donné l'idée, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une bonne idée. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, ok, il est pas connu, il est pas forcément connu dans le domaine, mais c'est pas grave, il peut faire un exposé très intéressant, je pense. Et du coup, je lui ai envoyé un mail et il était dispo. Mais la chose qu'il faut noter, c'est que j'ai galéré pour obtenir sa réponse positive. Parce que, en fait, j'ai envoyé un premier mail, et puis j'ai pas eu de réponse. 2 semaines après, je renvoie un deuxième mail, j'ai pas de réponse. Puis 3 semaines après le premier mail, donc 1 semaine après, je me dis, putain, c'est bizarre, il répond pas, quoi. L'année dernière, quand je lui ai envoyé des mails, il me répondait, là, il me répond pas. Et du coup, je me dis,
bah, je vais envoyer un mail à la secrétaire du département d'informatique en lui demandant si elle peut contacter donc ce professeur, Jean-Christophe Filiatre. Et elle le fait. Et Jean-Christophe Filiatre, il répond genre dans l'heure et il dit, ah ben, en fait, j'ai jamais vu vos messages parce qu'ils étaient dans les spams. Et du coup, ben, finalement, il a accepté, volontiers, hein, bien sûr. Mais ça montre à quel point, genre, il faut vraiment pas avoir peur de relancer, putain. Genre, il ait pas peur de relancer parce que si je fais pas ça, on l'a jamais. Et heureusement que j'ai relancé, que j'ai cherché une autre personne, etc., etc. Parce que si vous attendez 40 ans, vous allez jamais l'avoir, alors qu'en fait, vous auriez pu l'avoir. Et ça, c'est encore un énième exemple du fait qu'il faut relancer, 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 quoi. Bon, enfin, voilà. Et du coup, pour l'exposé de clôture, bah ça va être un exposé de maths plutôt. Et là, c'est Vadim qui s'en est chargé. Et il a contacté Étienne Gis. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un mec qui a fait pas mal de travaux de vulgarisation sur Internet, en tout cas. Et c'est un chercheur assez connu. Enfin, je sais pas s'il est assez connu, mais en tout cas, assez grand public, en tout cas. Et qui est très intéressant, je trouve, à écouter. Et là, par contre, c'était ultra facile pour Vadim. Il a envoyé le mail et le soir même, il avait la réponse d'Étienne Gis qui a accepté. Donc, voilà. En gros, ça s'est assez bien passé. La gestion des exposés, pas de souci, quoi. Enfin, je vais vous parler de ma vie générale pendant le mois de juin dans ce stage-là. Donc début juin, donc je continue en fait, si vous voulez, à discuter avec Min. Min, c'est le gars qui m'avait pas mal aidé pendant le moment où j'avais beaucoup de mal à implémenter, qui me posait des questions, qui m'avait donné des idées. Enfin, c'était ce gars-là. Et début juin, donc on continue à discuter à chaque fois pendant le mois d'avril, mois de mai, etc., mois de juin. Et début juin, je discute avec lui. Et il me dit qu'il trouve rien là, enfin ça fait genre 4-5 mois qu'il a des idées et qu'il a eu 3 grosses idées qu'il a testées et il trouve rien du tout, il y a rien qui marche. Et je sentais qu'à ce moment-là il était vraiment découragé, etc. Mais bon, enfin pour moi c'était vachement difficile de l'aider. Et je pense que dans des cas comme ça, la meilleure chose qu'on puisse faire, moi je savais pas trop comment l'aider, je pouvais pas lui dire bah c'est ça la solution à ton problème, moi je connaissais, il m'a expliqué son problème, etc. Mais je n'avais pas d'idée moi non plus. Et je sentais qu'il était vraiment pas un peu en perte de morale, quoi, pas avec un super moral. Et je pense que dans un cas comme ça, la seule chose qu'on peut faire pour aider la personne en tout cas, c'est de discuter avec elle, quoi, de l'écouter, de la faire parler et de la faire parler, de la faire parler, de la faire parler, de la faire parler, de discuter, de l'écouter, de lui reposer des questions, de s'intéresser à elle et essayer de la motiver un peu, de lui dire que c'est pas grave, etc. Mais ouais, bon en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire. Et en tout cas, ça montre aussi que le monde de la recherche, c'est vraiment pas un monde facile, parce que tu peux passer 4 ou 5 mois sans avoir d'idées, et ben du coup tu publies rien, il y a rien qui se passe, et les idées en recherche, dans la recherche, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Les gens se battent pour avoir des idées, et c'est un peu ça qui te fait percer, quoi. Si t'as pas d'idées, tu pourras jamais être un grand chercheur, et donc du coup ça préoccupe beaucoup les gens d'avoir des idées, et là ben c'était un peu difficile pour lui. Pendant le mois de juin, il y a aussi eu beaucoup d'événements à Montréal. Il y a eu par exemple le Tour de l'île. Donc ça c'est une course de vélo pour faire le tour de l'île de Montréal. Parce qu'en fait Montréal, si vous voulez, c'est une île. Ça paraît pas sur une carte, mais en fait tout autour de Montréal il y a un fleuve. Et donc du coup, un certain week-end en juin, il y a eu une course qui s'appelait le Tour de l'île. Il y a eu aussi le Grand Prix de Formule 1. Il y a eu aussi les Francopholies. Donc c'est une semaine où genre il y a des tonnes et des tonnes de concerts et de personnes qui font de la musique dans la rue, etc. Et ben à ce moment-là, je suis allé voir le concert de Grand Corps Malade, par exemple. Donc il y avait vraiment des tonnes d'animations. Quand on passait dans les rues, il y avait énormément de bruit. Enfin, c'était super cool cette période. Il y avait beaucoup d'événements à Montréal. Il y a beaucoup d'événements auxquels je suis pas allé non plus. Donc c'était très vivant, quoi. Les gens étaient dehors, il y avait beaucoup d'ambiance. C'était vachement cool. Pendant ce mois de juin, j'ai aussi encore une petite histoire à vous raconter. En fait, je vous ai dit que j'ai rencontré un couple de Français dès le mois d'avril, au début de leur stage. Et au mois de juin, il s'est passé quelque chose. C'est qu'en fait, la fille, donc dans le couple, quand elle est arrivée à Montréal, donc pour son stage, elle sentait qu'il y avait des choses qui allaient pas chez elle, enfin physiquement dans son corps, quoi. Par exemple, elle se grattait beaucoup, puis elle était vachement fatiguée. Et à la fin de la journée, elle dormait à moitié, quoi. Elle était vraiment ultra fatiguée. Et puis mi-juin, elle a décidé de faire une prise de sang. Et en fait, quand ils ont analysé leur prise de sang, ils se sont rendus compte qu'elle avait un cancer, et un cancer des ganglions. Et du coup, elle a dû retourner en France immédiatement. Et bon, là, heureusement, très heureusement, je pense qu'elle va guérir et ça va bien se passer. Mais elle a dit, elle est partie immédiatement et du coup, elle a pas pu dire au revoir aux gens ni rien. Et moi, à ce moment-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu un cas comme ça. J'ai connu une personne qui pouvait potentiellement mourir comme ça. J'ai déjà connu des gens qui sont morts, mais c'était des gens très loin, très éloignés. Là, c'était vraiment une fille que je voyais au jour le jour comme ça. Et ça m'a pas mal marqué. Et le vrai truc qu'il faut se dire, c'est que vous savez jamais, ça se trouve, là, les personnes que vous fréquentez là, elles vont disparaître le lendemain. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, purée, c'est dingue, genre, elle aurait pu mourir et je m'en serais même pas, enfin, je m'en serais rendu compte, mais je veux dire, ça aurait été instantané, j'aurais pas pu me préparer à ça, quoi.
Et vraiment, je me suis dit, il faut absolument profiter à fond des gens tous les jours, quoi. Parce qu'on ne sait pas, le lendemain, ils peuvent mourir. Et c'est vraiment la première fois que j'ai pris conscience comme ça du fait que ben, la vie, elle peut s'arrêter. Je sais que c'est un peu bateau ce que je raconte, et qu'il y a sûrement des personnes qui vous ont déjà dit ça, et moi aussi, il y a des personnes qui m'ont déjà dit ça. Mais c'est vraiment à ce moment-là que ces paroles m'ont fait écho et que elles ont pris sens pour moi, quoi. Et enfin, la toute dernière chose du mois de juin, c'est que le dernier jour avant de partir, avec ma famille, donc chez qui j'étais, on est allé voir des ratons laveurs. Donc sur le parc Mont-Royal, il y a un endroit où on peut voir des ratons laveurs au coucher de la nuit. Et donc c'était vachement cool, quoi. J'avais jamais vu de ratons laveurs et c'était très intéressant à voir. Donc voilà à peu près tout sur ce mois de juin, qui était le dernier mois de mon stage. Et c'est un mois de juin, pendant ce stage-là, j'ai vraiment beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi, j'ai rencontré beaucoup de personnes et que j'aimerais revoir d'ailleurs, mais je sais pas si je les reverrai un jour, j'espère. En tout cas, c'était vraiment une super expérience ce stage-là. Enfin voilà à peu près ce que je pouvais vous raconter sur mon stage. Bon, mais même si le stage s'est fini fin juin, la vidéo n'est toujours pas finie parce que je vais vous parler un petit peu des choses que j'ai fait au mois de juillet. Et là encore, je pense que j'ai des choses intéressantes un petit peu à vous transmettre. Déjà, en rentrant de Montréal, donc j'ai pris un vol avec Air France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je suis arrivé pour prendre le vol, on m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. Donc, en fait, on m'a expliqué que les billets étaient survendus et que dans le vol, on pouvait vendre la même place à deux personnes. Et du coup, quand je suis arrivé, j'avais pas de place. Et du coup, ça t'énerve vachement parce que tu te dis que c'est n'importe quoi. Enfin, moi, en tout cas, moi, je me disais, c'est vraiment n'importe quoi. J'achète une place et je l'ai pas. Et du coup, j'ai attendu un petit peu. Il y a une personne qui m'a dit d'attendre. Et en fait, dans ce cas-là, quand ça arrive, c'est-à-dire que vous n'avez pas de place, Air France se débrouille pour vous trouver un autre vol. Et du coup, moi, ils m'ont trouvé un autre vol qui était 2 heures après. Et en plus, ils vous dédommagent. Donc, c'est-à-dire qu'ils m'ont trouvé un autre vol. Et en plus, ils m'ont dédommagé à hauteur de 500 euros. Donc, finalement, moi, dans mon cas, j'étais vachement content parce qu'arriver 2 heures plus tard, c'était pas bien grave. Mais en plus, j'avais gagné 500 euros. Donc, pour 2 heures, c'est assez rentable. Mais il y a quand même certains cas où je me dis, enfin, c'est pas possible. Genre, ça peut pas. Imaginez que j'ai vraiment quelque chose de ultra important à faire en France. À ce moment-là, si tu me décales de 2 heures, ça se trouve, ça me fout totalement dans la merde. Et bon, dans certains cas, ça peut être vraiment terrible. Mais en tout cas, pour moi, c'était vachement cool. Mais j'étais pas du tout au courant que ça pouvait arriver. Donc, si ça vous arrive, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que vous aurez pas trop de choses pressées à faire en arrivant, mais vous serez dédommagés. Les 3 premiers jours de mes vacances, j'ai eu un énorme gain en productivité, dont je parle dans la vidéo sur mes gains en productivité. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai changé de distribution, que je suis passé de Ubuntu à Kubuntu. Et ça m'a fait vraiment gagner beaucoup de temps et d'énergie. Et ensuite, les 3 semaines suivantes, on a pas mal travaillé sur les séminaires pour tous avec Vadim. Donc Vadim, lui, s'est chargé de la réservation des salles pour la rentrée. Et moi, de mon côté, j'ai pas mal amélioré le site internet. Donc ça m'a pris à peu près 2 semaines et demie, moins les pauses pour les matchs de l'équipe de France. Mais ça m'a pris 2 semaines et demie à peu près de mes vacances. Et une fois que tout ça a été fini, on a passé pas mal de temps pour réécrire le contenu du site internet. C'est-à-dire qu'on a réécrit tous les textes quasiment pour qu'ils soient beaucoup plus percutants et pour qu'ils transmettent mieux nos messages, etc. Et donc typiquement, on a amélioré les messages qu'il y avait sur la page principale, mais aussi le texte de présentation du séminaire Maths pour tous. Et aussi, on a ajouté des textes. Donc typiquement, on a ajouté un texte pour présenter les séminaires, les nouveaux séminaires, donc l'informatique pour tous, mais aussi pour expliquer le cadre des séminaires pour tous et pour expliquer aux gens pourquoi ils devraient organiser des séminaires pour tous. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on a rajouté des textes pour que les gens aient envie de participer au projet et qu'ils comprennent le projet, etc. Donc on a continué à essayer de mieux communiquer autour du projet. Ça nous a pris une demi-semaine. Donc en tout, en gros, j'ai travaillé 3 semaines sur les séminaires pour tous. Ensuite, au mois de juillet, j'ai découvert 2 applications. J'ai découvert Bankin. Donc c'est une application qui permet de centraliser tous vos comptes bancaires dans une application. Et il y a plein de fonctionnalités vachement intéressantes. Par exemple, ça catégorise tous vos achats, toutes vos dépenses. C'est très facile de parcourir l'application. Vous pouvez voir tous vos achats, toutes vos dépenses. C'est par catégorie. C'est une application vraiment super pratique. Et la deuxième application que j'ai découvert, c'est MyDressing. Donc c'est une application qui permet de prendre des photos d'habits. Ça paraît tout con, mais grâce à ça, ça permet de faire des tenues. Donc par exemple, vous pouvez assembler certains habits et vous faites des tenues. Donc ça permet de plus avoir besoin de réfléchir et d'avoir déjà une liste préétablie de tenues. Et puis une deuxième chose que vous pouvez faire aussi, pour laquelle ça peut être utile, c'est que quand vous allez faire vos achats d'habits, vous pouvez du coup regarder la liste des habits que vous avez déjà et ne pas acheter des choses en doublon.
Parce que moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé où je me rappelle plus ce qu'il y a dans les habits que j'ai déjà et j'achète un truc et en fait je me rends compte en rentrant que j'avais déjà un truc similaire, ben c'est vachement pénible. Et ça, cette application-là, elle permet de résoudre ce problème, je pense. Donc ça, c'est les deux applications que j'ai découvertes. Enfin, pour finir, pendant ces 2 dernières semaines, j'ai travaillé sur les vidéos sur mon année, donc les vidéos que vous êtes en train de voir. Et cette année, elles ont été particulièrement dures à réaliser, à écrire en particulier, pour 2 raisons. La première raison, c'est que les conditions cette année étaient plus difficiles que l'année dernière. Donc pour écrire ces vidéos, j'ai vraiment besoin de beaucoup de concentration pour condenser toute mon année en très peu de temps finalement, et essayer de voir comment faire ressortir tout le jus et aussi trouver la manière la plus simple de présenter mon année. Parce qu'une année, c'est toujours compliqué, les choses se passent un peu tout et n'importe quand, et c'est le bordel. Si je devais la présenter telle qu'elle, ça aurait été vraiment le bordel, et je pense que c'est impossible à suivre. Et du coup, il faut trouver vraiment le bon découpage, la bonne organisation des vidéos, etc., pour que ça soit le plus simple pour les gens pour suivre cette année-là. Et du coup, tout ça, ça demande beaucoup de concentration. Et l'année dernière, j'avais écrit la vidéo quand j'étais à Oxford, et à Oxford, il faisait froid, et il y avait aussi du silence, et j'avais pas mal de temps le soir et le week-end. Donc j'étais dans des bonnes conditions. Mais cette année, j'ai écrit les vidéos ici à Montpellier. Et là, c'était pas du tout les mêmes conditions. Il a fait très chaud. Donc c'est pas forcément très agréable de travailler quand on transpire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait aussi, quand j'essayais d'aller à des endroits plus froids, il y avait des moustiques. Donc c'était pas non plus super. Et puis comme il y a ma famille, bah du coup, il y avait un peu de bruit. Donc tout ça fait que c'était beaucoup plus dur pour se concentrer. Et puis la deuxième raison pour laquelle c'était plus dur de réaliser les vidéos cette année, c'est que j'ai fait l'erreur de regarder le watch time de mes vidéos pendant que j'étais en train d'écrire. Donc c'est-à-dire que au moment où je commençais à écrire mes vidéos, je suis allé sur mes analytics de YouTube et j'ai regardé le watch time de certaines vidéos, c'est-à-dire le temps d'attention des gens, et je me suis rendu compte que il y avait certaines vidéos où seulement 2% des gens regardaient jusqu'à la fin, et donc du coup ça veut dire que sur 2000 vues, ben il y a à peu près que 40 personnes qui regardent, et je voyais tout l'effort que je mettais, et juste pour que ça serve pour 20 personnes, et à ce moment-là je me demandais vraiment genre, ben est-ce que ça vaut le coup quoi? Et je me demandais, mais est-ce que tout ce que je raconte, ça intéresse les gens? S'il y a que 2%, peut-être que les gens n'en ont rien à faire, peut-être que les vidéos sont trop longues, peut-être qu'il faut que je raconte moins de choses, je sais pas. Et je me posais par exemple des questions. Souvent dans les vidéos, je donne pas mal de détails sur certaines choses. J'essaie bien sûr de pas noyer les gens dans les détails, mais s'il y a des détails importants, intéressants dans l'année, j'essaie de les mettre, parce que je pense qu'ils peuvent servir aux gens, mais du coup je mets quand même pas mal de détails. Et du coup je me suis dit, est-ce que tous ces détails-là que je mets, ils intéressent vraiment les gens? Peut-être qu'il faudrait que je les enlève. Et c'était vraiment pas facile cette période-là. Et il y a certains moments où j'ai vraiment perdu la motivation, quoi. J'ai vraiment plus de morale, plus de motivation. J'avais vraiment plus envie d'écrire la vidéo. Et à ces moments-là, c'était vachement dur. Et ce que j'ai fait, et ce que je faisais, c'est que je prenais 20-30 minutes pour faire une pause et pour me reconfigurer et pour vraiment puiser au fond de moi-même la volonté, l'envie d'écrire ces vidéos-là. Et ça demandait vraiment beaucoup d'efforts. Mais quand j'ai fait ce travail-là, après, vraiment, j'ai retrouvé la motivation. Et bah après, j'avais vraiment envie d'écrire la vidéo, c'est-à-dire que les moments où j'étais vraiment bas, j'essayais de me concentrer et de trouver tous les arguments pour lesquels j'avais envie d'écrire la vidéo. Et je prenais le temps de trouver tous ces arguments-là. Et une fois que je les trouvés, ben, ça allait beaucoup mieux. Et là, je prenais beaucoup plus de plaisir d'un coup à écrire les vidéos. Et c'était vraiment un effort pour se motiver, pour trouver la motivation, pour écrire ces vidéos-là, quoi. Et du coup, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé pour écrire les vidéos. La première chose, c'est que j'ai essayé de lire des commentaires YouTube positifs en dessous de mes vidéos. Donc par exemple, il y a un commentaire que j'ai lu qui m'a vachement remonté le moral, il y a une personne qui a écrit « Si on pouvait mettre 10 j'aime, j'en mettrais 10 ». Et là, à ce moment-là, je me suis vraiment dit que la vidéo que j'avais faite, elle avait vraiment été utile, en tout cas pour cette personne-là. Ça m'a mis un bon coup au moral, ça m'a bien aidé en tout cas. Pas bon coup, c'est négatif, mais ça m'a bien aidé pour le moral en tout cas. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai réussi à trouver la motivation pour écrire ces vidéos-là, c'est que j'ai discuté avec une personne sur Facebook. Et cette personne, elle m'a remercié pour les vidéos que j'avais faites. Elle m'a dit que les vidéos l'avaient beaucoup aidé. Et elle m'a cité en fait plusieurs détails de mes vidéos. Pour moi, des détails, c'était vraiment au fin fond des vidéos, quoi. C'est des trucs à la toute fin de certaines vidéos. Et elle m'a cité des détails qui l'ont aidé elle. Typiquement, elle m'a dit, dans ta vidéo, quand tu parlais de l'oral des mines de français, t'as dit que juste avant ton oral, il y avait une personne qui avait beaucoup de culture générale en français. Et t'avais l'impression de dire que ça l'aidait dans son oral. Et du coup, moi, ça m'a donné le déclic personnel de travailler ma culture générale. Et du coup, j'ai acheté un livre de culture générale, petite leçon de culture générale, si ça vous intéresse, peut-être ça pourra vous aider. Et elle a eu 17, et cette personne-là, donc en travaillant sa culture générale, a eu 17 en français, et cette personne n'était pas française. Et du coup, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée, c'est vraiment un détail que j'ai raconté au fin fond
de la vidéo. Et je me rappelle, quand j'avais écrit ce détail-là, c'était pour cette raison-là. Je voulais montrer aux gens que le mec devant moi, il avait de la culture et que ça pouvait être utile dans un oral de français et que moi, je sentais que j'avais pas cette culture-là. Et je me suis dit, puis elle a capté ce détail. Et moi, ça m'a énormément boosté. Je me suis dit, bon, les détails, tu vas les mettre. Toujours, bien sûr, je n'essaye pas de mettre des tonnes et des tonnes de détails. Hein. Je laisse les détails qui me semblent intéressants pour les gens. Mais ça m'a réconforté dans l'idée de laisser des détails. Et la troisième réflexion que je me suis faite et qui m'a aidé à écrire ces vidéos, c'est que je me suis dit, ok, il y a peut-être que 20 personnes qui regardent mes vidéos, mais au moins, j'aurais aidé 20 personnes. Je pense que si les personnes restent jusqu'à la fin de ma vidéo, c'est que la vidéo les aide. Autrement, je sais pas ce qu'elles font, surtout qu'elles sont très longues. Mais je me suis dit, au pire, j'aiderai que 20 personnes dans mes vidéos. C'est déjà ça. Et moi, j'aurais transmis tout ce que je pensais qui était bon de transmettre. Et donc, en gros, c'était les 3 arguments qui m'ont aidé. Et il y avait vraiment, je vous dis, une fois que j'ai fait tout cet effort pour me remotiver, il y avait vraiment des moments où j'avais vraiment envie d'écrire les vidéos et j'étais content d'écrire les vidéos. Et je prenais même du plaisir à les écrire. Donc, c'était vraiment un gros effort et je pense que ça a été une grosse aide pour moi d'avoir ces personnes avec qui j'ai pu discuter, les commentaires YouTube que j'ai pu voir, etc. Donc voilà, en gros, pour toutes les choses que j'ai fait pendant mon année, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, actuellement, il me reste encore pas mal de choses à faire. Je vais avoir le montage de ces vidéos à faire. Je vais devoir finir mon exposé pour Informatique pour tous, parce que je l'ai pas encore fini. J'ai aussi en tête de faire une série de vidéos pour enseigner le deep learning. Donc ça, je sais pas vraiment si je vais la réaliser. J'aimerais bien la publier au moment où je vais faire mon exposé Info pour tous. Et ensuite, il y a un gros truc qu'il faut que je fasse même très rapidement, c'est qu'il faut que je finisse mon stage. Parce que j'ai pas fini mon stage encore, il me reste pas mal d'expérience à faire. Il faut que j'écrive le papier avec l'amélioration de l'algorithme que j'ai en tête. Et il faut aussi que je contribue au papier sur Baby AI. Et enfin, il faut que j'écrive mon rapport de stage. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire pour mon stage. Mais bon, enfin voilà. Enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais vous raconter une toute dernière histoire. Donc petit, je jouais beaucoup au tennis et je faisais genre 3-4 entraînements par semaine et à chaque fois c'était mes parents qui m'amenaient parce qu'il n'y avait pas de terrain dans mon village et ils m'emmenaient au terrain d'un village voisin. Ça devait leur prendre genre une demi-heure, 1 heure pour faire l'aller-retour et ça ils le faisaient 3-4 fois par semaine. Et fin 5e, il y a mon père rencontre quelqu'un dans le village et je sais pas comment mais au fil de la discussion, le monsieur lui dit qu'il a un terrain de tennis à côté de sa maison, en haut de la colline du village. Et ça le dérange pas de me donner les clés de son terrain pour que je joue là-bas. Et donc du coup on a pris les clés du terrain et du coup je me suis mis à jouer quasiment tous les jours avec des amis. Donc on jouait quasiment tous les jours sur ce terrain-là. Et comme le terrain était à côté de sa maison, ce monsieur par exemple quand il sortait balader son chien, il passait à côté du terrain. Et du coup à chaque fois on discutait, on parlait il nous posait des questions sur nos études, il nous racontait des anecdotes, etc. Il était vraiment extrêmement gentil. Il y avait même des fois où le terrain était abîmé, il prenait un peu de temps pour le réparer, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un de super gentil. Et nous, on jouait, mais vraiment tous les jours, quoi. On jouait de la fin de la 5e à le début de ma prépa, on jouait quasiment tous les jours. Et du coup, c'est un terrain qui nous a beaucoup aidé. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup joué dessus et on en a beaucoup profité. Et ça faisait, depuis la prépa, donc que j'avais pas joué sur ce terrain-là. Et donc du coup, ça faisait depuis le début de la prépa que j'avais pas pris de nouvelles de ce monsieur-là. Et cet été, je me suis mis à courir 1 ou 2 fois par semaine. Et il y a un jour, en courant, où je passe à côté du terrain et de la maison, en haut de la colline. Et puis je redescends la colline et en bas de la colline, je me dis, purée, en fait, ça fait vachement longtemps, depuis le début de la prépa, donc depuis 4 ans, que j'ai pas eu de nouvelles de ce monsieur-là. J'aimerais bien avoir des nouvelles. Mais le truc, c'est que je venais de descendre la colline et j'étais quand même vachement fatigué. Et puis je me dis, c'est pas grave, la prochaine fois, je repasserai sur cette colline et je prendrai des nouvelles de ce monsieur. Et puis je sais pas, je pars et puis je me dis non, je sais pas, non, je sais pas, on sait pas ce qui va se passer. Genre vas-y, remonte la colline, on sait pas ce qui va se passer. Et du coup je remonte la colline et j'arrive à la maison et je sonne à la porte et la femme m'ouvre et enfin sa femme, en tout cas la femme du monsieur m'ouvre et je demande du coup à sa femme est-ce que je pourrais voir Jean-Paul? Donc c'était le nom du monsieur. Et elle me répond non, il est décédé il y a 8 mois.